C'est le premier jour d'école pour le fils du roi démon dans le monde des humains. Il a à peine mis un pied dans la classe et ne s'est même pas encore installé correctement à sa place que les ennuis viennent le trouver. Ces brutes typiques de l'école commencent à s'en prendre à ce qu'ils pensent être une cible facile, mais ces gars-là ne savent pas qu'ils jouent avec le feu contre le prochain roi démon littéral. Étant né dans la race des démons, Lavis n'a appris qu'une seule chose pendant son temps dans le royaume des démons. Les humains étaient des fourmis, destinées à être écrasées dès qu'elles apparaissaient, et Lavis a l'intention de s'en tenir exactement à ce principe. Il attrape ce garçon au visage nonchalant et joli par le cou et le claque brutalement contre le bureau. Sa réaction audacieuse et inattendue choque tout le monde. Un gars au visage laid devient complètement furieux avec des piques verbales et saute rapidement sur notre garçon pour tenter de sauver son ami au joli visage. Pourtant, au moment où Lavis regarde l'humain qui charge, ses pouvoirs démoniaques réagissent de concert avec son corps. Alors que le visage de Garce moche lance un coup de poing, mon gars incline simplement la tête, laissant le coup passer sans danger. En contrant l'attaque de l'agresseur, le descendant du roi démon assène un coup de poing à la Mike Tyson qui brise la mâchoire et envoie le gars s'écraser contre les casiers derrière lui. Mettons pause ici et découvrons comment celui qui était censé régner sur le royaume des démons s'est retrouvé ici à combattre de simples brutes scolaires. Rencontrer Lavis Vindica, le fils impitoyable du prestigieux roi démon et le prochain en ligne pour hériter du trône de son père et régner sur tout le royaume des démons. Il avait reçu une seule mission de son père, mais il a fait pire que prévu. Il devait enquêter pour savoir si Hildga et son clan conspiraient contre la volonté du roi. Cependant, Lavis Vindica a pris les choses en main et a anéanti tout le clan sous prétexte de trahison. Le roi sait que son fils est un fauteur de troubles, mais cette fois, il a abaissé une barre déjà basse à son niveau absolu. Gamdewar Vindica, le souverain du royaume des démons, en a assez de tolérer les frasques de son fils. Le prince arrogant tente de négocier avec le roi, insistant sur le fait que les preuves de la rébellion croissante de Hildga étaient partout, donc éliminer le désordre avant qu'il ne se propage davantage était la meilleure option disponible. Cependant, le roi ne croit pas en de telles approches barbares et extrajudiciaires. Même si ces gars méritaient une punition, cela aurait dû être géré avec une loi et un ordre approprié sous une juridiction stricte. Le fils arrogant éclate de rire face à une manière aussi ennuyeuse de gérer les choses. Le manque de code de conduite de son fils déçoit le roi au plus haut point. Le roi est déjà convaincu que son fils est un imbécile ignorant et superficiel. Discuter avec lui revient à essayer de convaincre un mur de se déplacer. C'est pourquoi il a déjà décidé de la punition pour son fils après en avoir longuement discuté avec les 12 trônes sombres. Pour avoir violé les lois du royaume démoniaque et massacré Hildga, Lavis Vindica sera exilé dans le royaume des humains. Non seulement il sera envoyé là-bas, mais ses pouvoirs obscurs seront scellés. Sa Majesté espère que son fils reviendra seulement après être devenu une personne sincère digne de régner sur le royaume des démons. Sous le commandement du roi démon, les 12 trônes procèdent à lancer leur sort dans le but de sceller les pouvoirs obscurs de Lavis et de le bannir. Parmi ces 12 trônes, il y a un gars nommé Rambe qui a intentionnellement tout planifié pour notre garçon, et le voir dans un état aussi pathétique lui procure un frisson. Quoi qu'il en soit, il y a quelques règles qu'il doit suivre s'il ne veut pas que son âme soit incinérée. Premièrement, il doit vivre sa vie comme un être humain normal. Deuxièmement, il lui est interdit de se suicider. Et enfin, blesser ou tuer des humains est également strictement interdit. Avec cela, l'ancien grand prince démon se réveille en possédant le corps faible et frêle d'un humain appelé Mignot. Le précédent propriétaire de ce corps était un garçon faible, alité, victime d'intimidation. Puisqu'il était censé être dans le coma, sa sœur et sa mère ont été choquées de le voir debout. Alors que la mère et la fille étaient très émotives, son nouveau père est un homme déséquilibré et émotionnellement indisponible. Maintenant que son fils est réveillé, le père lui ordonne simplement de se préparer pour l'école demain. Le lendemain arrive, et c'est ainsi qu'il se retrouve mêlé à ces brutes, les mêmes qu'il est en train de rouer de coups. Toute l'école reste bouche bée en voyant le petit pleurnichard se transformer en un véritable Sigma. Alors que le frère cultive son aura après avoir frappé l'agresseur au sol, un nerd avec des lunettes doute s'il est le même minot qu'il connaissait autrefois. N'oublions pas le beau gosse avec son ego blessé. Il s'approche de notre garçon, une chaise à la main, prêt à fracasser la tête de Mignot. Le nerd à lunettes avertit Mignot de faire attention derrière lui. Notre garçon réagit à la vitesse de l'éclair à cet avertissement, délivrant un coup de pied instantané qui fait plier le joli visage en deux. Le tyran autrefois confiant est devenu un désordre confus, incapable de croire qui a déclenché le changement chez Mignot. Il crache des insultes et des grossièretés à tout va, aggravant sans le savoir sa situation. Vous voyez, Mignot est généralement incapable d'utiliser ses pouvoirs démoniaques car ils ont été scellés. Cependant, chaque fois que quelqu'un lui lance des insultes, ces malédictions réveillent la magie démoniaque en lui. Plus il est maudit, plus il peut exercer de pouvoir. En réalité, la mère de Mignot était l'incarnation vivante des grossièretés. Elle les a inventées et les a déchaînées sur l'humanité. Avec sa jambe débordant de puissance après avoir absorbé toutes les insultes, Lavis délivre un coup de pied dévastateur au menton du salaud. Ce dernier coup de pied transforme enfin le joli visage en un visage laid, l'assommant complètement. Au fait, le joli visage et le visage laid sont connus sous les noms de Ti-Woo et Sung-Yoon, et toute la classe est incrédule, témoin d'une scène aussi inédite. Pendant ce temps, notre garçon réfléchit à sa situation actuelle. Il a enfin déchiffré le code. Il a trouvé le moyen de mener une vie divertissante tout en respectant les conditions de son père. Avec le sourire d'un pur diable, il invite de tout cœur quiconque aime le détester.
Il veut qu'ils le détestent et qu'ils énoncent toutes les grossièretés juteuses qu'ils désirent désespérément. Toute la classe se demande pourquoi Minho parle soudainement de manière incohérente. Le nerd avec les lunettes commence aussi à envisager le fait que Minho cachait sa véritable force depuis le début. Alors que toute la classe reste immobile, c'est le nerd qui s'approche du héros, lui demandant s'il va bien. Se rappelant que ce nerd l'avait aidé plus tôt, Lavis décide que le nerd est le meilleur candidat pour devenir son acolyte, alors il répond fermement en admettant qu'il va bien. Un peu plus tard, le nerd le bombarde de toutes sortes de questions sur son récent gain de force. Il envisage même en plaisantant la possibilité que Minho soit une réincarnation d'un autre monde. En entendant cela, Lavis s'inquiète, se demandant si le gamin a découvert son secret. Le gamin continue de divaguer, lui demandant quel genre de vie il a vécu dans son monde précédent. Peut-être vivait-il dans un monde d'arts martiaux, ou peut-être était-ce un monde de jeux. Craignant que ce nerd ait réellement percé le secret, Lavis décide de couper court avant que d'autres personnes n'apprennent son secret. Cependant, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, nous sommes entraînés dans un flashback. Un de ses amis proches l'avait averti de ne pas tuer d'humains. Tuer des humains signifie l'anéantissement de l'âme pour les démons. Le démon timide comprend l'implication, mais il se souvient clairement de la leçon de l'enseignante Cynthia. Elle leur avait conseillé de écraser les humains à vue. Son ami l'avertit qu'elle n'avait fait cette déclaration que de manière ironique. Vous voyez, les démons sont les dieux qui président à la mort. Même si les humains sont des créatures insensées qui essayent toujours de s'entretuer, les démons n'ont toujours pas l'autorité de leur faire du mal, et il a déjà énoncé les conséquences. À l'époque, Lavis pensait qu'il n'était pas nécessaire de s'en inquiéter puisqu'il n'allait jamais visiter le royaume des humains de toute façon. Mais dans le présent, Lavis se trouve dans une impasse, ne sachant pas comment faire taire ce nerd sans l'étrangler à mort. Mais il semble qu'il n'en ait pas besoin. Le nerd admet que ce dont il parle est une fantaisie totalement absurde, bien qu'il se sente désespéré, affirmant qu'il veut vivre dans un autre monde aussi. Lavis réalise que les mots de ce nerd sont géniaux, puisqu'ils dégagent du désespoir. Alors que le nerd continue de divaguer, Lavis est soulagé que le gamin ignore son origine de démon. Tout à coup, le nerd lance un compliment sincère pour avoir réduit ces deux brutes en bouillie. Être félicité par un simple humain le met définitivement mal à l'aise. Tout comme les malédictions sont une douce berceuse pour lui, les compliments venant des humains lui semblent répugnants. La nuit tombe et nous retrouvons notre garçon réfléchissant à sa situation. Même si un démon coincé dans un corps humain ne devrait posséder aucun pouvoir magique, ses pouvoirs magiques réagissent clairement. Comme il n'a pas de réponse valable à sa situation, il profite de cette occasion pour se vanter de son titre de Lavis Vindica, le parent invaincu du roi démon. Cependant, ce prince démon commence à se tordre de douleur et finit par s'effondrer sur son lit. Tout son corps souffre parce que ce vaisseau a du mal à interagir avec sa magie. Le pauvre gars passe presque la moitié de sa nuit dans une douleur atroce avant de finalement s'endormir. Le lendemain soir, le nerd et le prince démon rentrent chez eux. Le nerd est occupé à exprimer sa gratitude à son ami. Vous voyez, il n'y a pas eu un seul jour dans le passé où ils n'ont pas été harcelés, mais tout a changé depuis hier. Lavis ne pense pas que la gratitude soit nécessaire, surtout puisque ces gars-là cherchèrent de la mort de toute façon, une déclaration qui surprend son ami nerd. Soudain, Minho est appelé par derrière. Quand notre garçon se retourne en réponse à la voix, il trouve un groupe de brutes frustrés. Le gars qui mène le groupe est en fait le frère de Sung Hyun, l'un des gamins que Minho a battu à mort il y a 2 jours. Ils sont ennuyés parce qu'ils ont pris une fraction des frais pour assurer la protection de Minho, et pourtant il ose riposter comme un chien au lieu de rendre l'appareil. Tandis que le nerd tremble d'appréhension, mon gars s'illumine comme un gamin perturbé dans un magasin de bonbons, voulant qu'on lui lance encore plus d'insultes. Même le nerd se demande quel genre d'ami masochiste et stupide il a fini par se faire. Le chef des voyous sourit en demandant strictement à sa victime de le suivre. Le maniaque est plus qu'heureux de se conformer tant qu'il se fait promener verbalement. Sur le site de construction isolé, tous les voyous sont présents, y compris Sung Hyun lui-même. Son frère est mécontent de voir son frère se faire battre par ce petit morveux. Se tournant maintenant vers le même morveux, le gros bonnet fixe audacieusement Minho dans les yeux, se demandant comment régler cela. Il ne le laissera certainement pas partir sans conséquence. Après tout, Minho a embêté son frère et il doit recevoir une leçon. Il demande à ce gamin perturbé si sa mère ne lui a pas appris les bonnes manières. Peut-être que sa mère est tout aussi perturbée que lui pour lui avoir appris à battre des gentils garçons comme son frère. Eh bien, Minho n'hésite pas avant d'affirmer. Sa mère lui a effectivement appris exactement ce que ce connard dit. Bien sûr, même si notre démon parlait avec toute honnêteté, sa réponse effrontée et le sourire sournois collé sur son visage ont servi à énerver l'intimidateur. L'imbécile arrogant explose avec une gifle nette. Mon gars, quant à lui, est complètement ravi que sa mère soit insultée. C'était juste de la musique à ses oreilles. Ces insultes invoquent les pouvoirs démoniaques dont il a besoin pour le moment, ce qui l'aide à saisir la main dominante de ce salaud. Avec une prise ferme d'une main, Lavis serre le poing de l'autre et assène un solide uppercut au visage de son adversaire, puis enchaîne avec une rafale incessante de coups de poing. Il continue de tabasser ce salaud. Ce retournement de situation inattendu laisse les autres voyous en pleine frénésie, debout sur le côté à ne rien faire d'autre que jurer. Leur patron tabassé ordonne à ses mauviettes de se lever et d'affronter ce type. Minho prend sa position, prêt à utiliser le pouvoir des insultes et à abattre toute la horde de hyènes. Il commence à donner des coups de pied et de poing à tous ceux qui s'approchent de lui, les mettant à terre instantanément.
Le pauvre nerd qui se tient là-bas n'a aucune idée de quel genre de merde hollywoodienne il s'agit. Les cris des victimes de Minho résonnent sur le chantier pendant un moment, mais ils cessent bientôt quand il ne reste littéralement qu'un seul homme debout dans l'arène, qui est bien sûr notre garçon. Faire l'expérience de la violence et des injures rend Minho ravi, au point qu'il se sent reconnaissant envers son oncle ainsi que sa mère. Vous voyez, son oncle est celui qui a introduit la violence parmi les humains, tandis que sa mère est l'inventrice des injures. Étant donné à quel point le goût de la violence est rafraîchissant, il est reconnaissant envers son oncle. N'oublions pas le nerd, qui va certainement reconsidérer ses choix de vie une fois rentré chez lui. Il semble que le nerd ne soit pas le seul spectateur à observer notre garçon. Un rat possédé surveille Minho avec un but. Il s'avère que c'est pour son oncle même que notre garçon ressent actuellement de la gratitude. L'oncle est heureux de voir son neveu profiter du petit cadeau qu'il a offert à ce monde humain. Ranbei, celui qui a orchestré ce plan pour expulser le prince démon dans le monde humain, est également là. L'oncle de Lavis ressent de l'admiration pour le gamin pour avoir exterminé la maison Hildga, abréviation de Hilt. Ranbei soutient que le gamin a toujours fait ce qu'il voulait, donc c'est pénible de surmonter l'entêtement de ce gars. Ce qui étonne vraiment l'oncle, c'est comment Gamuder, le père du garçon, l'a impitoyablement envoyé dans le royaume humain comme punition. C'est la règle des démons d'imposer une soumission forcée pour gérer les imprudents parmi eux. Le royaume humain est également l'endroit où les pécheurs les plus uniques du royaume démoniaque sont envoyés, ce qui signifie que notre garçon va bientôt faire face à de vrais défis. L'oncle ici se souvient comment son neveu ne causait autrefois que de petits ennuis. En même temps, Ranbei comprend maintenant pourquoi Lord Barkeen a béni son neveu avec la pierre de sang démoniaque. Ils sont prêts à visualiser les pécheurs jetés dans le royaume humain, alors Lord Barkeen lui dit de partager les détails. En lançant des vrises de magie noire, nous obtenons une visualisation de plusieurs puissants adversaires démoniaques que notre garçon va devoir affronter et vaincre. Lord Barkeen extrait l'information en absorbant l'énergie sombre circulant dans l'air et il attend avec impatience la performance que son petit-neveu va offrir, surtout face à la véritable obscurité. Revenons à la vie scolaire normale de Minho. Son plus grand fan est un Midoriya à petit budget qui n'arrive pas à croire que ce gars a éliminé le frère de Taiwu sans transpirer. Hilarant, Minho mange des nouilles super épicées et pleure de douleur, mais fait semblant que ce n'est que de la sueur qui coule de ses yeux. Son ami lui a même conseillé de choisir une saveur pour débutants, mais notre protagoniste démon têtu n'est pas une mauviette. Alors il a choisi la plus épicée, juste saveur de l'enfer. Soudain, le téléphone de son pote sonne, mais le gamin hésite à répondre. Soudain, il dit à Minho que c'est un appel urgent et qu'il doit partir tôt sans lui. Le voir partir si soudainement attire le regard de notre garçon. Nous nous retrouvons dans la scène suivante où une femme termine sa dernière œuvre d'art. Sa toile est un humain qui a refusé de payer ses dettes, alors la goth momie a gravé des symboles sur sa tête. À ce moment-là, un des hommes de Jushi amène Sion qui tremble de peur. Elle le nargue pour être arrivé si tard et le force rapidement à ouvrir les yeux pour regarder sa création. Sion est dégoûté et terrifié. Les symboles signifient voleur et comme ce type a refusé de payer ses dettes, elle l'a puni correctement. Jushi se demande si c'est le destin que le petit Sion veut aussi, puisqu'ils ont une promesse personnelle. Effrayé, le garçon a du mal à se contenir en expliquant que des choses ont interrompu ses progrès. En le giflant, Juhi exprime son agacement face à son incapacité à suivre les ordres. Pour le punir correctement, elle est ravie de graver quelques mots sur sa main ou même son dos. Sion implore sa clémence, alors elle lui offre une dernière chance de bien faire les choses, sinon il finira comme le type mort juste derrière eux. Juhi lui ordonne de faire ce qu'elle dit jusqu'à la dernière lettre, sinon il est cuit. La nuit, le même garçon tremble devant le clavier, se demandant s'il doit vraiment aller de l'avant avec ça. Les conséquences de désobéir à Juhi lui coûteront la vie, donc Sion n'a pas le choix. Quant à notre garçon, Minho souffre comme s'il avait ses règles. C'est ce qu'on appelle les effets d'un sensible aux épaisses. Son estomac se tord et se décompose. Même si son corps est endolori après ce combat, Minho en a marre de ce corps pourri. Alors il commence à faire des pompes pour se muscler. Le grand Lavis Vindica refuse de mourir avec des statistiques physiques pourries et travaille pour avoir un physique de tombeur. Cela dit, nous revenons à la perspective de Sion qui est à l'école. Il a un gadget à la main. Quelque chose à propos de l'application lui fait peur, mais l'image de Juhi dans son esprit est encore plus effrayante. Le pauvre gars est forcé dans une situation merdique et ne sait pas quoi faire quand Minho vient le voir. À ce moment-là, Sion se demande s'il pourrait demander de l'aide à son pote, mais sait aussi que ce serait dangereux. Juhi et ses hommes sont extrêmement dangereux, donc cela entraînerait inutilement Minho dans ses ennuis. Soudain, notre garçon sent une sorte d'odeur familière venant de près. À ce moment-là, une fille aux cheveux orange tombe et s'effondre par terre. Songai est soudainement inconsciente, ce qui inquiète Sion alors qu'il vérifie son état, mais quand il la retourne, cette fille ressemble à un chien enragé et à un zombie. Encore une fois, c'est la petite amie moyenne quand on lui dit non. Blague mise à part, Minho sent une énergie démoniaque, mais la partie choquante est pourquoi un humain autre que lui la possède. L'entraîneur se précipite rapidement pour attraper la fille et l'emmener à l'infirmerie. En passant, notre garçon aperçoit l'insigne marqué sur son bras.
Ce symbole est en fait celui de la maison Wilt, mais il n'a aucun sens qu'il soit sur le corps d'un humain. Minho est profondément intrigué et veut vérifier correctement, alors il se rend à l'infirmerie pour se faufiler dans sa chambre. L'assistante l'arrête car ce sont des heures de repos, mais Minho utilise l'un de ses pouvoirs, quelque chose lié à la magie de l'oubli, en réinitialisant sa position après avoir pris le contrôle de son esprit. Bien qu'il soit faible, il peut lancer des sorts minimes comme celui-ci dans son état actuel. Notre garçon entre dans la chambre de Sungai qui le regarde avec une expression agacée. Adoptant un ton sérieux, il lui demande directement son identité. Au début, elle fait semblant de ne pas savoir, mais notre garçon tire brusquement sur son bras, lui montrant la marque démoniaque et lui demandant pourquoi elle l'a. Sungai ne cède toujours pas, alors cet homme menace de la faire souffrir terriblement si elle ne confesse pas chaque mot qu'elle connaît immédiatement. Ce côté de lui est si effrayant qu'elle est terrifiée, ressentant l'aura d'un démon divin émanant de son corps. Le ton de Sungai passe de l'agacement à la peur pure alors qu'elle commence à révéler son lien avec Ji-hee. Comment il avait besoin que Sungai reçoive le tatouage si elle voulait rejoindre le groupe. Notre garçon sent l'odeur émanant de cette femme, et ce n'est pas à cause de son sandwich au rôti de bœuf double. C'est à cause de l'odeur familière des démons. Dans le royaume des démons, nous avons une séquence de flashback du temps où notre garçon était enfant. Ranbei ne voulait pas explorer cette zone, mais l'entêté provocateur l'a traité de poule mouillée pour cela. Bro a dû suivre Lavis à la fin parce qu'il avait peur de ce qui lui arriverait s'il y allait seul. Ranbei ne pouvait vraiment pas dire quel était le but et a décidé de se plonger dans une histoire impliquant ceux qui possèdent des yeux transcendants. Les démons qui finissent par perdre la vue le font de deux manières, soit parce que leur vision est trop claire, soit parce que leurs yeux dégénèrent et deviennent inutiles. Dans un endroit louche comme celui-ci, Ranbei se sentait nerveux, mais Lavis était prudent alors qu'ils étaient sur le point d'arriver. Ils observèrent de loin un corps décédé avec une fleur épanouie sur sa paume. Ignorant de tout danger, Lavis s'approcha encore plus des fleurs tandis que Ranbei identifiait la personne décédée comme étant Jeremy Helt, mais la question étrange est pourquoi ce corps avait des fleurs qui poussaient partout. Imprudemment, Lavis en arracha une, seulement pour que des vignes ensanglantées sortent également des racines. C'était une odeur infecte, tandis que Ranbei identifiait cette plante unique comme étant la fleur rongeuse. Minho est convaincu que Seongae dégage actuellement la même odeur que la fleur rongeuse alors qu'elle le supplie d'épargner sa vie. Observant de l'extérieur, chaque action de Lavis est surveillée par Ranbei et son oncle. Dans la scène suivante, notre garçon se dirige directement vers le salon de tatouage de Ji-hee. Au début, il se demande si la fleur et le tatouage ne sont qu'une coïncidence pratique. À l'intérieur, un groupe de gars ne semble pas comprendre pourquoi Sion a une place particulière aux yeux de Ji-hee. En réalité, ce n'est pas que Sion soit important mais plutôt l'application. L'un d'eux tient un bonbon, une sorte de pilule récemment développée. L'autre gars le prévient de ne pas la manger car il subira des effets néfastes comme Sungai, mais apparemment ce type pense qu'il est différent. Apparaissant devant ces gars, Minho identifie à nouveau les tatouages et la même odeur. Il demande poliment s'ils ont tous obtenu ce tatouage de Ji-hee. Le chef du groupe est arrogant et s'approche de notre gars en jouant les durs, seulement pour se faire repousser la main et gifler à la manière de Will Smith. Le type s'endort instantanément, tandis que les autres voyous commencent à se demander qui est notre gars. J'adore comment cet homme se bat sans aucune explication, vraiment pour l'amour du jeu. Minho envoie ce type dans la semaine prochaine tandis que ses copains se ruinent stupidement sur lui en pensant que ce sera pareil. Notre gars esquive le coup et le rend avec 2 fois plus d'amour en assommant le troisième. Le quatrième assaillant a une arme, alors Minho le maintient à distance en utilisant un coup de pied circulaire pour la porter, le renversant également en douceur. Sa seule question concerne l'emplacement de Ji-hee, mais c'est à ce moment-là que le premier type qu'il a mis à terre se relève en fait. Cependant, le gars n'est plus un humain, mais un zombie méconnaissable avec un seul objectif, tuer. Minho est stupéfait. La même énergie démoniaque persistante dans ce type est devenue beaucoup plus forte. Il se précipite pour rattraper notre garçon. Même les mouvements de ce type ont changé, ce qui signifie définitivement que la drogue l'a amélioré. La malchance frappe lorsque Minho trébuche et tombe. Maintenant, il est vraiment exposé et n'a nulle part où fuir. L'humain démoniaque charge un coup puissant destiné à tuer, avec Minho réalisant qu'il est dans de beaux draps. La scène passe du côté de Ji-hee, qui remarque que l'application n'est pas encore terminée. Ils ont réussi à attraper le coupable qui leur a volé le ruban bleu. Le même voleur supplie d'être épargné pour avoir commis une erreur. Cependant, il regarde certaines des personnes les plus impitoyables qui soient. L'un d'eux attrape des fleurs bleues du pot, se penchant sur ce gars qui implore sa clémence. Sa fin est sombre car le gars charge ses fleurs et les enfonce directement dans la tête de ce gars, mais ce n'était qu'un œil. La victime continue de supplier, mais ce type ne s'arrête pas et plonge impitoyablement l'autre dans son œil restant, le laissant hurler et crier, désormais aveugle aussi. Ces gars-là ne croient pas aux secondes chances, et même quelqu'un comme Ji-hee est terrifié rien qu'en étant près de ce type. Il veut qu'elle termine rapidement sans plus d'excuses, la mettant dans une position merdique. Dehors, elle réfléchit à sa situation, appelant Seon sans cesse pour une mise à jour. Le pauvre gamin travaille sur l'application et trouve assez de courage pour vérifier son téléphone. Dans un retournement de situation, c'est en fait notre garçon qui l'a appelé après avoir battu tous les gars ici. Minho va droit au but et demande à Seon quelle est sa relation avec Ji-hee. Notre garçon sait que 4 yeux a parlé à Ji-hee, ce qui stupéfie Seon, tandis que Minho lui demande où elle se trouve. Seon ne comprend pas ce qui se passe, mais Minho lui assure qu'il s'agit d'une affaire personnelle, donc il veut la trouver. Elle est habituellement au salon de tatouage, mais apparemment, elle n'est pas là en ce moment.
Soudain, notre garçon trouve une petite créature qui traîne à proximité, mais Seon le supplie de s'arrêter ici et de ne pas s'impliquer davantage jusqu'à ce qu'il arrive. L'appel se coupe alors que le chat d'avant essaie d'agir normalement, mais Minho a déjà compris et s'approche du minou, attrapant la petite chose et la forçant à le regarder. Il sait que ce chat peut comprendre son langage, et un regard de mort suffit pour obtenir une confession de la boule de poil. Il a déjà vu la créature se transformer d'un rat en chauve-souris et maintenant en chat. Minho ne peut pas comprendre ce que c'est jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle est une observatrice du royaume des démons chargée de le surveiller. Son travail est de surveiller les prisonniers sans être remarqué, ce qui explique pourquoi elle rôde aussi autour de la vis. L'énergie de la surveillante est négligeable au point que notre garçon se demande si elle est vraiment un démon. Il la critique aussi pour se faire remarquer trop facilement. Même maintenant, le stupide chat se tenait sur ses pattes. Minho pense qu'il est inutile de parler davantage à cette chose. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la voix qui commande la créature en s'adressant directement à lui. C'est en fait Ranbei, qui est stupéfait que la vis ait fait des progrès rapides. Minho le nargue pour avoir utilisé un autre sale tour et s'enquiert de ses objectifs. Son vieil ami joue la simplicité et ne partage rien. Agacé, Minho pose une question qui le tracasse, demandant s'il est courant que les prisonniers utilisent la magie dans la dimension humaine. Ranbei souligne qu'il y a certaines exceptions et qu'il comprendra bientôt. Le prochain sujet d'intérêt est la fleur rongeante. Minho explique son parfum intense, le même qu'ils ont ressenti à l'époque. La même fleur qui est censée être interdite dans leur royaume est d'une manière ou d'une autre disponible dans le royaume humain. Ranbei pense que les bêtes démoniaques de la maison Hwilt se répandent dans le monde entier, au point que même les administrateurs du royaume démoniaque en ont pris conscience. Tout ce qui ramène à l'implication de la maison Hwilt agace énormément Minho, qui pense que certains de ses membres existent dans le monde humain. Cranberry, soulignant que le royaume humain n'est plus l'endroit innocent qu'il était. C'est une terre de manipulation sans fin. Ranbei veut qu'il s'occupe de tout pendant son séjour, mais ses mots sont vagues, ce qui confond Minho alors qu'il essaie de comprendre de quoi il est censé s'occuper en premier lieu. La conscience du veilleur revient alors que Ranbei coupe l'appel, au grand agacement de notre garçon. Dans la scène suivante, nous avons Jae-hee furieuse que Seon ait refusé de répondre à ses appels, même après qu'elle l'ait appelé 1000 fois. Adoptant une deuxième approche, elle appelle Seong-jun à la place et lui ordonne de retourner au bureau et de poursuivre Seon immédiatement. De retour à Minho, il veut extraire des informations sur le monde humain du veilleur. Ces informations sont généralement à jour, et ses capacités de suivi sont excellentes. Cependant, il lui ordonne directement de revenir immédiatement à sa forme réelle, sinon il la forcera. Effrayée, la mignonne chatte joint ses mains et se transforme en un démon aux cheveux bleus. Malgré cette entrée spectaculaire, Minho est vraiment déçu par sa faiblesse. Il lui demande son nom, sachant que Ranbei l'a assigné pour une raison. Il s'avère que la veilleuse n'a même pas de nom, alors notre garçon lui donne Ru comme nouvelle identité à partir de maintenant. C'est approprié parce qu'il l'a recueilli comme un animal errant. Le nom semble moqueur, mais elle est ravie que quelqu'un lui donne enfin un nom comme ça. Minho exige alors qu'elle révèle chaque information qu'elle a sur le royaume humain. Pendant ce temps, Seon court aussi vite qu'il peut pour trouver Minho, pensant que son ami est en réel danger. Le pauvre garçon se souvient du moment où il a remporté le prix du défi de l'application, seulement pour être confronté par Jae-hee et ses hommes, ceux qui se moquèrent de lui pour avoir gagné seulement 500 pour la première place. Elle l'a pris en pitié et l'a kidnappé ce jour-là, volant sa joie et la remplaçant par la peur. Le patron de Jae-hee a dit aux gamins de se détendre car ils sont ici pour affaires. Après tout, il était heureux de prêter aux gamins 50 millions de wons en espèces tant que Seon leur cédait son application. Seon a rejeté l'offre attrayante, partageant qu'il n'avait jamais eu l'intention de gagner de l'argent avec l'application. Le patron ne cherchait pas cette réponse, et ce jour-là a commencé avec l'esclavage forcé de Seon sous le contrôle de Jae-hee. Il repousse les pensées effrayantes pour trouver son pote quand soudain, il tombe sur un grand type et réalise qu'il est fichu. Ces gars cherchaient aussi 4 yeux, et Seon a rendu les choses beaucoup plus faciles en venant directement ici. Même Jae-hee arrive avec de la fureur dans les yeux. Cette fois, elle ne va pas laisser le gamin s'en tirer facilement. Jae-hee le kidnappe à nouveau et dit à Seon de coder l'application à vie sous leur supervision. Et s'il ose jamais s'échapper, ils le sauront parce qu'ils ont des yeux. Même à l'intérieur de la nouvelle cage de Seon, ils ont placé un surveillant. Le gamin sait que tout est fini à ce stade, tandis que certains amis de Jae-hee commencent à se demander si ce gamin est un développeur en premier lieu. Le garçon n'a pas de courage, mais leur patron veut l'utiliser pour diffuser leurs produits. L'application s'appelle I'm Here, et même le nom semble nul à ces gars. En se connectant, Seon travaille sur son application tandis que son patron arrive en ressemblant à Shizaki de My Hero Academia. Il explique que l'application est en fait une pièce centrale pour la distribution que le ruban bleu nécessite. Le but est d'extraire les informations de l'acheteur via l'application, puis de les utiliser pour manipuler le marché à volonté. Le suivi de localisation en temps réel dans le jeu leur permet d'étendre encore plus leurs transactions, donc ces plans pour vendre le produit ont enfin pris vie. Le ruban bleu est la même drogue en bonbon qui te transforme en monstre enragé, et il est temps de la déchaîner sur le monde. Le lendemain, les étudiants de l'école découvrent l'attrait de l'application, qui offre un cashback gratuit de 30 000 wons pour chaque personne qui la recommande à ses amis. 3 personnes signifie 100 000 wons, donc toutes les filles veulent s'inscrire sans poser de questions. Elles sont tellement excitées par l'événement de distribution de quelques pilules amaigrissantes, un produit présenté comme sûr et autorisé par l'industrie alimentaire.
Bien sûr, ce sont tous des mensonges. Le soir, le nombre d'inscriptions augmente de façon insensée. Jurhee et son groupe célèbrent avec joie. Cependant, elle est toujours confuse quant à la raison pour laquelle ils n'ont pas pu attraper l'intrus qui a infiltré et ruiné sa boutique. Après avoir vérifié la vidéosurveillance, tout ce qu'ils ont pu trouver était une chauve-souris. Apparemment, les images montrent une chauve-souris regardant la caméra, bloquant la vue. Toutes les autres caméras étaient bloquées par des rats. Rien de tout cela n'a de sens pour Jurhee. Un message soudain vient de leur patron pour se rendre à l'emplacement du stock. Pendant qu'ils sont occupés à y aller, notre garçon a l'air ennuyé et se demande pourquoi Street se cache dans les poubelles. Apparemment, Street a pris du poids et s'est retrouvé coincé. Notre garçon ne s'en soucie pas et demande les résultats de l'enquête qu'il lui a confiée. Le mignon démon est ravi de partager qu'elle a découvert des détails passionnants malgré la difficulté. Vous vous souvenez du voyou que notre garçon a assommé? Il avait une poignée de ces drogues avec la même odeur que la fleur rongeante qui en émanait. Il est facile de comprendre que cette drogue améliore grandement les capacités de l'humain moyen. Mais la chose étrange est que la fleur rongeante nécessite toujours un hôte pour sa culture. Donc, le fait que cette drogue existe sans hôte est étrange parce que la même fleur a été rendue éteinte même dans le royaume des démons. Street partage que le nom du produit est Blue Ribbon et qu'il se répand actuellement parmi les humains sous différentes formes, comme sous forme de pilules amaigrissantes et de compléments alimentaires. Mignot est curieux des ingrédients bruts, mais cette partie est difficile à enquêter puisque le contenu du produit est fabriqué en secret. Même Street ne peut pas suivre ces détails, ce qui énerve Mignot parce que si tout ce qu'elle pouvait faire était de trouver un nom, alors elle est nulle dans son travail. L'observateur panique et partage que chaque produit est actuellement distribué correctement, et grâce aux grandes traces d'énergie démoniaque condensées à cause de cela, il pourrait retrouver le fabricant. Notre garçon lui tapote la tête pour ne pas y être déjà allé, mais la seule raison pour laquelle elle n'est pas partie en mission solo est que Renbei lui a ordonné d'y aller avec Lavis. Malheureusement, le petit démon doit rapporter chaque mot à Renbei. Elle doit exécuter les ordres des deux. La mettant dans un dilemme, notre garçon lui demande de choisir entre les deux maîtres. Soit elle le choisira lui, soit son maître d'origine. Mais le bon côté de choisir Lavis est qu'il promet de la libérer d'être une créature inférieure. L'idée d'être une assistante badass d'un démon excite cette mignonne idiote, alors elle s'agenouille et offre son sang et sa loyauté uniquement à Lavis à partir de maintenant. En utilisant l'autorité de Lavis Vindica, notre garçon l'accepte comme sa subordonnée officielle et exclusive. Cela force essentiellement la connexion de Renbei avec elle à se rompre et à s'enfuir. Maintenant qu'il n'y a plus de distraction, il est temps de se rendre à l'endroit où le Blue Ribbon est rassemblé. La nuit, ils arrivent à l'endroit où la plus grande quantité d'énergie démoniaque est concentrée. Mignot est intéressé par l'ouverture d'une boîte et la vérification du contenu, mais des dizaines de chaînes bloquent chacune d'elles. En utilisant des mains droites, Mike Tyson Jr. frappe les chaînes d'un coup si fort qu'elles cèdent en un seul coup. Avec le conteneur maintenant ouvert, une odeur âcre s'échappe et dégoûte les deux démons. Une énergie démoniaque sinistre s'échappe tandis que Street et Minho peuvent à peine rester debout. C'était les effets de la drogue. Nous avons une autre séquence de flashback où l'oncle Reiken entraîne son petit-neveu à l'art du combat. Le frère tabassait le gamin, refusant de le laisser rester un faible. Un coup de poing définitif de l'oncle du garçon a fini par détruire ses propres bras, envoyant l'enfant directement à travers la falaise. Lavis est tombé vers sa perte, maudissant son oncle stupide qui riait avant de descendre à ses côtés. Lavis a heurté le sol avec un fracas lourd, tandis que son oncle se demandait si l'enfant était déjà mort. Soudain, leurs yeux sont attirés par la vue d'un champ de fleurs dévorantes, rempli des cadavres de ses victimes. Le jeune Lavis a regardé une scène qu'il n'oublierait jamais. C'était comme voir la lumière et l'obscurité se diviser l'une l'autre. Des êtres qui ne pouvaient pas exister ensemble se déchaînaient, et entre eux, de nouvelles entités commençaient à germer. À l'époque des hommes des cavernes pour l'humanité, la première fleur a fleuri dans le royaume humain. Ils ont tous observé sa capacité unique à drainer les démons et tous les êtres qui entraient en contact avec elle. La fleur représentait la ruine et la destruction pour tout royaume. Oncle Reiken et son neveu ont regardé le champ être incinéré complètement. La raison même pour laquelle ils l'ont brûlé ensemble et pourquoi notre garçon est si confus en ce moment. L'observateur explique que le grand roi démon, Gamudar, le père du garçon, a éradiqué jusqu'au dernier des fleurs du royaume. Donc, ils sont tous les deux confus quant à la façon dont un grand nombre d'entre elles ont été rassemblées ainsi dans le royaume humain. Mignot ajoute soudainement que la fleur rongeante vient en fait du royaume humain. C'est le seul royaume où la lumière et l'ombre se mélangent, le seul endroit qui permet la coexistence. D'après l'histoire humaine, il est établi que les humains ont failli disparaître il y a des milliers d'années. Le simple fait que la fleur existe dans les deux royaumes en même temps implique qu'un cerveau est derrière tout cela. Street est sur le point d'ajouter quelque chose quand soudain, une personne les éclaire avec une lampe. Jurhee et ses hommes sont arrivés pour confronter les intrus qui plaignent les enfants d'être tombés dans un piège mortel. Alors que le groupe de Jurhee pense qu'il s'agit du même gars qui est venu saccager sa boutique, Street explique qu'elle est la personne qu'il recherche. Jurhee exprime sa frustration de voir notre garçon débarquer et saccager son endroit. Elle ne sait même pas comment il est arrivé là. Mignot va droit au but et demande si elle est responsable de tout gérer. Elle n'aime pas son attitude mais confirme que c'est le cas, permettant à Mignot de demander quel type de matériaux elle utilise pour le produit.
Jurhei ricane de son audace à se mêler de leurs secrets d'affaires. Et bien que notre garçon ne se soucie pas vraiment du produit, il pense aussi qu'il est dangereux de les laisser faire. Jurhei cherche dans ses poches la drogue, rappelant à ses hommes de se montrer sérieux cette fois-ci car un autre échec leur vaudra la colère de Youngmu. Le méchant leur donne des tas de rubans bleus à manger, et ses clowns sont ravis de recevoir ce précieux cadeau aussi. Joshi leur dit de se taire et de commencer à le mâcher rapidement. Alors les 4 fous déballent et avalent rapidement la pilule. Sachant que le combat va devenir moche, notre garçon ordonne à Street de se cacher, car elle ne fera que distraire pendant la bataille. Quant aux hommes de Jae-hee, ils ont évolué pour devenir monstrueux et enragés, tandis qu'elle leur fait signe d'écraser leur cible. Tous les 4 se propulsent à grande vitesse, fonçant sur Minho, qui les traite sauvagement de bande d'imbéciles intoxiqués et arrogants. Utilisant son œil de pierre de sang, il leur assure qu'il peut tous les abattre avec son miasme. Minho engage le premier adversaire, le frappant d'un coup de poing, puis il donne un coup de pied à l'autre gars juste derrière. Bro bouge comme Kakashi avec son Sharingan, alors qu'il abat un 3e coup de poing. Cette fois, c'est un uppercut fou. Ayant mis à terre 3 adversaires, il laisse son dos exposé et se fait plaquer par derrière. Minho tombe au sol, exposé au danger. Le même gars essaie de lui donner un coup de genou au visage, mais notre gars l'attrape rapidement avant d'être touché. Le voir submergé inquiète son assistant et apporte de la joie au visage de Jae-hee. Les 3 zombies se jettent en avant de manière démoniaque, attaquant Minho de toutes les directions. Comme ils attaquent tous en même temps, il est difficile de riposter. Ces gars sont bien plus forts que ceux avec qui il s'est battu avec le ruban bleu. C'est parce qu'ils ont pris une overdose de drogue, accédant à une puissance encore plus grande. S'adaptant en conséquence, notre garçon se retourne pour adopter une stratégie différente. Il se précipite rapidement pour attraper une des boîtes où le produit est stocké et y plonge sa main pour saisir un sachet. Minho écrase ensuite cette même boîte et la jette en plein dans leur visage. L'odeur débordante de la drogue submerge les hommes affectés et son odeur est détestée même par notre garçon, qui est submergé par son propre pouvoir de miasme à cause de l'odeur. Pendant qu'ils sont encore étourdis, Minho attrape le visage d'un gars et le claque directement au sol, à la manière de Sung Jin-woo. Pour l'achever, il lui assène un 2e coup, écrasant le visage du gars. L'un des autres essaie de le frapper, mais notre garçon évite avec finesse avant de saisir le coup de pied de ce gars et de le renverser au sol. Tirant parti de toutes ses ressources, le minot enragé écrase son pied sur la cheville de ce gars, brisant sa jambe. Un autre type arrive pour tenter de l'attaquer à nouveau, seulement pour se faire gifler comme Nero l'a fait à Dante dans Devil May Cry 5. Minot attrape ensuite le corps chancelant du grand gars et lui fait littéralement un suplex. Cinéma absolu. Écrasez ce bouton « J'aime » si vous avez ressenti des frissons comme moi. Je y regarde avec horreur, incapable de croire comment ce type a monstrueusement abattu tous les humains améliorés ensemble. Rien qu'en le regardant, elle ressent la peur de la mort littérale, alors qu'une aura démoniaque émane du corps de Minho, le faisant ressembler à tout sauf à un humain. Tremblante pour sa vie, Jurhee commença à se demander si elle faisait face à une entité spectrale. Sur scène, Yuri se tient devant le public. Dans la salle, sa mère, Kang Hyun-ju, l'encourage, convaincue que quelqu'un de son niveau peut, sans aucun doute, rejoindre la Venus Ballet Company. Soudain, 2 hommes entrent dans la pièce et Hyun-ju est immédiatement alerté, demandant strictement qui ils sont. Ils posent un bocal de ruban bleu sur la table, s'excusant d'avoir fait irruption. Comme c'était une commande en gros, ils sont venus la livrer eux-mêmes. Visiblement troublée, elle est assurée par l'homme qu'ils s'occupent de tout entièrement par eux-mêmes. Pourtant, elle se demande si les rubans bleus ont des défauts. Youngmu se moque d'elle, disant qu'elle a déjà donné une grande quantité à sa fille et ne pose la question que maintenant. Yoonju regarde instantanément l'écran et voit sa fille commencer à mal fonctionner comme un aspirateur cassé. Les hommes voient Yuri s'effondrer, se demandant combien la mère a donné à sa fille. Soudain, la cheville de Yuri se casse et elle tombe sur la scène comme un mannequin. Tout le monde dans le public est stupéfait. La mère crie car elle pensait qu'il n'y avait pas d'effet secondaire du ruban bleu. Les hommes disent nonchalamment que la règle ne fonctionne que lorsque la dose est prise en quantité appropriée, puis lui expliquent qu'il n'y a plus d'espoir pour Yuri. Elle aura besoin de ce médicament pour satisfaire même ses plus petits désirs pour survivre. Pour toute sa vie, elle en sera dépendante. Hyun-ju est bouleversée car elle a beaucoup investi dans sa fille. Le téléphone sonne et Youngmu décroche. Jin Je-hee est à l'autre bout du fil, mais il la voit en larmes. Le téléphone se tourne vers notre garçon qui demande s'il est celui qui fabrique le Blue Ribbon. Youngmu est choqué et Minho lui ordonne de venir le voir, coupant l'appel. Youngmu se lève, prenant congé de Hyun-ju car il doit partir dès que possible. D'autre part, la fille aux cheveux bleus demande à notre garçon pourquoi les gens prennent même des drogues. La réponse est simple. À cause de la stupidité et de l'arrogance des gens, ils se tournent vers la drogue, étant certains qu'ils ne deviendront jamais dépendants. Comme leurs vies n'ont presque rien à quoi se raccrocher, ils choisissent la drogue pour donner un sens à leur vie. Puis la fille pointe vers les voyous, avec Youngmu en tête. Instantanément, il demande pourquoi Minho voulait le voir. Notre gars écarte la question, disant que ce n'était pas lui qu'il voulait voir, il voulait juste se renseigner sur les drogues, le qualifiant de simple humain. En entendant ces mots, Youngmu est plongé dans un flashback de l'époque où il vivait dans les bidonvilles avec son père. Youngmu essaie de réveiller son père pour obtenir plus de drogue, mais en le poussant, il réalise que son père est décédé.
Toute la vie de son père tournait autour de la drogue, et sa mort aussi. Mais sa mort ne rend pas Young-mu triste. Au lieu de cela, il devient frustré face au manque de drogue. Il commence à donner des coups de pied au corps de son père, incapable de trouver un moyen d'obtenir plus de drogue. Soudain, les yeux de son père commencent à briller, ce qui fait se demander à Young-mu si son père est mort ou vivant. Mais un esprit s'élève dessous son père, demandant s'il est triste du décès de son père. L'esprit démoniaque lui dit aussi que son père reviendra s'il ne peut pas supporter le poids de la tristesse. Mais Young-mu est plutôt soulagé que son père soit mort, et il se préoccupe seulement de comment obtenir plus de drogue pour lui-même. Le démon voit l'envie de Young-mu pour les drogues et lui tend une fleur rongeante, lui ordonnant de nourrir la fleur avec le corps mort de son père. Le démon l'informe également que c'est une façon de se faire confiance mutuellement et qu'il obtiendra ensuite tout ce qu'il veut. Le démon lui dit alors de tuer quiconque le trompe ou refuse la fleur rongeante. Après cela, l'esprit démoniaque laisse la fleur rongeante avec Young-mu, lui donnant sa bénédiction. Immédiatement, Young-mu commence à nourrir le cadavre de son père à la fleur rongeuse. Revenant au présent, Young-mu est offensé d'être appelé un simple humain. Notre garçon garde son calme et se demande s'il y a quelque chose en quoi Young-mu a foi, quelque chose qui lui a donné une autre chance dans la vie. On Young-Mu Chain. Quand Young-mu révèle cette information, notre gars sait déjà tout sur le contrat que Young-mu a passé avec le démon. Pourtant, notre garçon avance, traitant le démon et Young-mu de déchets, ce qui le rend furieux. Il ordonne instantanément à ses hommes d'attaquer Minho. La fille s'enfuit immédiatement, mais Minho décide de s'en occuper rapidement. D'un autre côté, Blue Ribbon atteint des niveaux de vente massifs, ce qui pourrait signifier que des clients VIP de tout le pays vont se manifester. Toute l'équipe félicite Young-mu car il a ouvert des routes vers la Chine et le Japon également. Pendant ce temps, le créateur de l'application s'inquiète depuis son lancement car des drogues se répandent rapidement à travers elle. Revenons à notre héros. Jin Jae-hee pleure en regardant notre garçon et ses mouvements inhumains alors qu'il aborde les voyous tout seul. Minho défie ensuite Young-mu de le combattre. Young-mu se souvient de ce que l'esprit lui a dit, de tuer quiconque nie la fleur rongeante ou le trompe. Il sort 3 rubans bleus et les avale en saluant son seigneur, Bower Hilt. Ainsi, il prend les ordres de son seigneur démon, Bower Hilt. Juste avant que le gars ne s'avance pour frapper Minho, Jin Jae-hee lui crie que le héros ne semble pas être un lycéen ordinaire. Plutôt, il ressemble à l'un de ces gars avec qui Young-mu a fabriqué la nouvelle drogue. La mention de la nouvelle drogue liée à lui surprend notre garçon, et le gars aux cheveux violets en profite pour donner un coup de poing à Minho. Cependant, juste un instant plus tôt, le héros le sent et tire le bras du garçon. Sans perdre une seconde, le salaud aux cheveux roux lance une rafale de coups de poing à son adversaire, laissant notre garçon choqué par sa vitesse folle. De même, Young-mu est également surpris par sa force, alors il demande à notre garçon s'il a aussi reçu la bénédiction de son dieu, car il veut que son seigneur soit seulement le sien. C'est à ce moment-là que Minho comprend la raison derrière la fleur rongeante et l'odeur immonde venant de Young-mu et demande si le dieu en lequel il croit est Bower Hilt. En entendant le nom de son seigneur, Young-mu devient plus en colère, tandis que notre garçon se moque de lui pour croire en ce démon pathétique parmi tous, comme s'il n'avait rien d'autre en quoi croire. Cette remarque énerve encore plus le gars et il crie sur Minho pour avoir insulté son dieu, celui qui a eu pitié de lui. Testant ses limites, le héros se moque de Young-mu et de Bower Hilt une fois de plus en disant à quel point ce démon devait être pitoyable et misérable pour venir à ce type alors qu'il était en fuite et se cachait. C'est à ce moment que Young-mu atteint le sommet de sa colère et assène à notre garçon de nombreux coups de poing avec sa rapidité fulgurante tout en criant qu'il ose parler de son seigneur comme s'il était une ordure. En se défendant contre les puissantes attaques de Young-mu, Minho pense à la façon dont Bower Hilt s'est fait un nom. Il se souvient de son combat contre ce démon lorsqu'il a massacré tous les hommes de Bower, mais Bower a réussi à s'échapper lâchement. Le héros ne supporte pas que ce lâche solitaire soit traité comme un roi ici. Ainsi, il demande à Young-mu où se cache son seigneur. Quand notre garçon ne cesse pas d'insulter Bower, il dégage une forte puanteur de son corps en utilisant plus de puissance pour tuer le héros. Il attrape Minho par les cheveux et continue de le frapper brutalement tout en affirmant que Blue Ribbon et Bower Hilt ne sont qu'à lui. Cela fait réaliser au protagoniste que Young-mu a perdu la tête à cause de l'énergie démoniaque et va réellement le tuer maintenant. D'un autre côté, Street a peur de voir Minho se faire battre comme ça puisqu'il est dans un corps humain. S'il avait été dans le royaume des démons, il pourrait facilement utiliser ses capacités. Dans le royaume des démons, Vanbe observe Young-mu perdre le contrôle et dit que le sujet de test pour la fleur rongeante a complètement fusionné. Il peut voir que Minho n'est pas capable de le réprimer en raison de son corps humain sans aucune pierre de sang démoniaque. Lorsqu'il dit que l'âme de Lavis pourrait être détruite à jamais, l'autre démon rusé à côté de lui demande à Vanbe s'il sait ce que Lavis déteste le plus. En plaisantant sur le fait que Lavis a un tempérament assez mauvais pour tout détester, son oncle révèle que c'est la saleté que notre garçon déteste le plus car il a la misophobie, la peur des choses sales. Tout à coup, le héros attrape le coup de poing de Young-mu car il ne supporte plus l'odeur sale et il jette le garçon au loin. Minho a l'impression d'avoir retrouvé sa force d'antan. Cela dit, il utilise sa grande énergie et se précipite vers le garçon pour mettre fin au combat et à la puanteur rapidement. Dès que notre garçon lance un coup de poing à Young-mu, il n'en revient pas qu'un humain puisse posséder autant de puissance. Lorsque le démon en Minho s'entend être appelé un humain, il frappe le garçon si fort qu'il vole en arrière avec le nez cassé.
Choqué par la force du protagoniste, Young-moo lui demande ce qu'il est, mais comme Minho devient fou à cause de l'odeur du garçon, il lui assène un autre coup de poing. Même Van Bay ne peut pas comprendre la soudaine montée d'énergie chez Minho. Alors l'autre démon explique comment le héros a dû avoir un mal de tête à cause de l'odeur car il ne supporte pas la saleté. Ainsi, sa misophobie l'a conduit à un éveil, lui permettant d'utiliser une partie de son pouvoir originel. Van Bay est surpris de l'apprendre car même avec la pierre de sang, il est impossible pour le corps d'un pécheur d'utiliser pleinement le pouvoir du royaume des démons. À cette déclaration, l'autre démon déclare fièrement que Lavis n'est pas un gars ordinaire. Au contraire, Lavis tient de lui. Après avoir lancé un coup de poing, Minho dit à Young-moo de se considérer chanceux qu'il ne puisse tuer personne avec ce corps. Cependant, le garçon ne peut accepter qu'il, qui a reçu la bénédiction de Bauer, puisse simplement être vaincu. Par conséquent, il essaie de prendre plus de ruban bleu. Pour ne pas le laisser mourir, le héros lui dit d'arrêter et lui assène un coup de poing si puissant que le garçon se retrouve avec la mâchoire cassée et la tête enfoncée dans le mur. Enfin, Minho se couvre le nez lorsque la puanteur commence à s'estomper. Sion fixe les données de son application. Il réalise que ce n'est pas ce qu'il voulait accomplir avec cette application. Des gens confinés dans les murs d'une école prestigieuse, chaque jour prétendant aimer quelqu'un ou détester quelqu'un ou prétendant être proche de quelqu'un, il voulait que ces gens trouvent des relations authentiques où ils se découvrent sans aucune fausseté, mais son application bien-aimée est utilisée pour distribuer des drogues. Sion laisse échapper un souffle et se met rapidement au travail sur l'ordinateur. Les gens à l'extérieur remarquent les changements dans leurs applications, se demandant si c'est une erreur ou un virus. Sion entend les murmures de l'extérieur et verrouille rapidement la porte de l'intérieur et appuie sur des boutons pour supprimer l'application. Les voyous comprennent ce qui se passe et commencent à frapper sur la vitre, lui criant d'ouvrir la porte, sinon il aura de gros ennuis. Sion travaille sur l'ordinateur, essayant de supprimer définitivement l'application. Pendant ce processus, ses yeux tombent sur le petit bouton d'avertissement. Soudain, un bruit fort éclate alors que les voyous entrent dans la pièce. Le chef lui assène un coup de poing au visage, demandant s'il a toute sa tête parce que ce qu'il fait n'a pas de sens. Un autre vérifie l'onglet de chargement, comprenant ce que Sion essaie de faire. L'enfant essaie de supprimer l'application, et si Young-moo le découvre, ils sont fichus. Trouvant du courage, Sion se lève, blesse le chef et court vers l'extincteur, déclarant que c'est son application à détruire. Les voyous commencent à tousser à cause de la fumée. Sion vérifie l'onglet de chargement, remarquant que le processus est presque terminé. Soudain, un des salauds plaque le gamin au sol. Il crie à ses sbires, disant à quelqu'un d'attacher Sion pendant qu'il l'étrangle, essayant de l'étouffer. Les yeux de Sion commencent à pleurer, réalisant que c'est ce dont il était capable de faire à la fin. Une tête apparaît derrière la fumée, puis une seconde plus tard, un œil rougeoyant sur la tête se fraye un chemin à travers. Minho demande au voyou ce qu'il fait avec son serviteur et lui assène un coup de poing au visage. Après avoir roué de coups le premier gars, il continue à dévaster les autres salauds aussi. Il déclare qu'ils sont fous de penser qu'ils peuvent toucher son unique serviteur parce que même s'il meurt, il ne laissera jamais personne toucher à ce qui lui appartient. Sion se redresse en toussant. Il se souvient de quelque chose enfoui profondément le jour où il a montré à Minho l'application qu'il développait. Il lui avait expliqué le but et lui avait aussi montré l'icône qu'il avait conçue, juste pour lui. Minho avait été emmené par les brutes, une fois de plus. Il ne savait pas où il était, comment il était. Sion avait pris des notes à ce moment-là pour enfin faire quelque chose à ce sujet, alors il a créé un bouton d'alerte qui pouvait montrer l'emplacement de l'autre personne afin que les amis comme lui puissent rester ensemble et protégés. Il avait promis de ne plus jamais laisser personne blesser Minho. L'ancien Minho l'avait remercié pour sa considération, promettant qu'il serait le premier à télécharger l'application. Le Minho actuel lui montre le bouton d'alerte lumineux, demandant s'il l'a envoyé exprès. Sion laisse les larmes couler, le remerciant d'avoir reçu et compris son signal. Ils sortent du bâtiment tandis que Street s'occupe de Jae-hee. En une seconde, Jae-hee se libère et s'enfuit. Minho dit au disciple démoniaque que ce n'est pas grave car les fleurs rongeantes qu'il possédait ont déjà disparu. Sur le côté, Yoon-ju alerte les pompiers pour l'incendie, remarquant l'énergie sombre émanant de Myung-gu, qui est inconscient près de l'arbre. De retour dans la ruelle, Sion remarque la fille démon qui continue de suivre Minho. Pendant ce temps, notre garçon est perdu dans ses pensées, réalisant que le salaud Ranbei et son oncle l'utilisent. De retour à la maison, Sion est inquiet pour l'état de Minho, l'exhortant à aller au moins à l'hôpital. Mais notre garçon est un tank et n'a pas besoin d'être réparé. Quatre Yeux est vraiment content que son pote soit venu, même s'il a juste appuyé sur le SOS sur un coup de tête. En gros, le frère pense qu'il est venu à cause du signal, mais en réalité, ce type passait juste par là. L'assistant de Minho le fait taire, chuchotant qu'il est imprudent d'appeler cela une coïncidence. Revenons en arrière pour voir ce qui s'est passé. Minho emmenait Jae-hee à sa planque. Frustrée, elle pensait qu'il allait aussi loin seulement parce que le nabot Mark Zingerberger était son ami. La partie hilarante est que Minho ne savait même pas que Sion avait été capturé par le groupe de Jae-hee, mais avec cela, il comprit maintenant pourquoi Sion ne venait pas à l'école. Jae-hee était déconcerté, ne sachant pas pourquoi ce type allait à de telles extrémités s'il ne priorisait même pas le sauvetage de Sion. C'est à ce moment-là qu'il vit le signal SOS retentir. De retour au présent, Street ne veut pas que son maître appelle cela une coïncidence, car ce serait une terrible décision pour sa relation avec son ami. Après tout, Minho va être coincé ici pendant un moment, donc il a besoin de se faire des amis. Le gamin le considère même comme un modèle, reconnaissant qu'il soit venu le sauver.
Sion prend la parole et demande qui est cette fille aux cheveux bleus. Mino révèle que c'est juste une subordonnée, ce qui surprend son ami. Intrigué, Sion décide de poser une question à Mino en se basant sur le fait qu'il a changé si soudainement et qu'il a maintenant même un ami bizarre. Au fond de lui, Sion craint en fait le pire, que son ami ici soit sous l'influence d'une organisation terrible. Il ne veut pas que Mino s'entoure de personnes dangereuses. Pendant ce temps, notre garçon comprend qu'il ne peut pas toujours trouver des excuses pour son assistant, alors il est d'accord avec l'évaluation de Sion et lâche carrément la bombe qu'il est le fils du grand roi démon. Tous ces grands mots sont passés au-dessus de la tête de ce gamin. Il ne pouvait même pas comprendre, luttant pour saisir ce qu'il venait d'entendre, quand soudain, il est surpris par un chat reposant sur ses genoux. Fatigué d'expliquer, notre garçon laisse son assistant parler, et c'est ainsi que le chat a commencé à parler, effrayant à mort le pauvre étudiant. Avec tant de choses à gérer, Sion s'évanouit de choc. Pendant ce temps, la séance d'humiliation de budget Chisaki s'est terminée, et maintenant, il regrette de ne pas avoir pu tuer sa cible plus tôt. Une silhouette s'approche de la voiture où il était retenu et démantèle immédiatement un des policiers, le mettant hors d'état de nuire. Il a pitié de la condition de Young-mu, qui a explosé devant son maître pour avoir échoué à cause de son erreur. Lord Bauer ne l'écoute même pas et a l'intention de l'emmener ailleurs pour une conversation appropriée. Pendant ce temps, les policiers environnants ont ensuite entendu des rapports sur la mise hors service complète des distributeurs. La plus grande préoccupation était que les drogues qu'ils ont trouvées étaient même approuvées par les autorités de l'administration des médicaments. Le fait qu'une entreprise essaie de diffuser des drogues dangereuses en quantité absurde aux enfants est alarmant, mais lorsque l'officier féminin se tourne de son côté, elle aperçoit le détective Cha par terre. Elle se précipite vers lui et vérifie à l'intérieur de la voiture pour découvrir avec stupeur que le captif s'est échappé. À un autre endroit, Lord Bauer a amené son enfant raté. Young-mu supplie pour une seconde chance, croyant qu'il peut absolument tuer sa cible tant qu'il peut consommer plus de drogue. Son maître se moque de lui pour ne pas avoir vu la valeur perdue des fleurs qu'il vient de brûler. Lord Bauer avait fait bien trop de travail pour rassembler un groupe d'humains, juste pour les utiliser comme hôtes pour les fleurs. Il trouve l'inutilité de ses serviteurs décevantes pour avoir ruiné ses fleurs. Encore une fois, Young-mu supplie pour une chance, promettant de terminer son travail. Lui infligeant un karma absolu, Bauer plonge la fleur directement dans son œil, le faisant hurler de douleur. Mais ce n'est que la première, car son maître souligne leur serment prêté dans le sang. La seule façon pour Young-mu de prouver sa loyauté maintenant est à travers les fleurs, mais il est bien trop occupé à crier pour se concentrer sur les mots de Bauer. Revenons en arrière et voyons ce que fait Jehe. Elle essaie de voler le porte-monnaie et de s'enfuir, sauf qu'elle ne le trouve pas et finit par tomber sur un fou qui avait ingéré la drogue. Jehe est perplexe quant à la raison pour laquelle cela lui arrive à nouveau, mais c'est juste étant donné qu'elle a permis la torture de ces humains. Le fait qu'il puisse à peine parler la fait se demander quelle dose il a ingéré. En regardant à sa droite, elle trouve une arme utilisable, mais son arrogance est écrasée en quelques secondes lorsqu'il lui plante une lame dans le côté. Jehe s'effondre de douleur, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que l'homme rendu fou ne demande que plus du ruban bleu. Il devient fou dans son épisode maniaque tandis que Jehe se ressaisit, réalisant qu'elle a été gravement touchée. La même fille qui aimait torturer les autres laisse couler des larmes, terrifiée à l'idée de devoir finir ainsi. À ce moment-là, quelque chose commence à se passer avec l'homme. Une énergie démoniaque d'ombre manifeste Renbei de son corps, qui se demande si Lavis va encore plus le détester. Elle ne sait pas qui est ce type et supplie toujours de l'aide, mais Renbei lui dit cruellement qu'elle devrait accepter son destin en enfer. Jehe est confuse au bord de sa vie, tandis qu'il lui assure qu'il ne rejettera pas son corps. Alors que la scène change, Oncle Barkin est convoqué par la reine démon Ignace. Lady Ignace se plaint immédiatement à lui d'avoir comploté des farces sur son gamin qui a été envoyé dans le monde des humains. Lord Barkin affiche un grand sourire et répond que son fils est déjà adulte maintenant et qu'elle devrait sérieusement arrêter de s'inquiéter autant. Son frère l'informe alors qu'il a été assez prudent pour insérer une pierre démoniaque de sang dans le corps de Lavis avant de le laisser descendre. Cette révélation effraie encore plus la reine alors qu'elle commence à gronder son frère sans arrêt. Barkin rétorque en lui disant de faire confiance à son enfant pour une fois au lieu de le surprotéger. À cela, Ignace révèle qu'elle est en fait inquiète de l'instabilité du monde en ce moment. Si la rumeur se répandait que son fils, le seul héritier du trône démoniaque, est seul dans le monde des humains, le monde entier commencerait à s'effondrer dans le chaos. L'oncle Barkin, cependant, ne semble pas du tout préoccupé, et au lieu de cela, le seigneur se vante que l'enfant lui ressemble, et que sa capacité de combat est meilleure que celle de quiconque autour. La reine éclate de colère à nouveau et frappe son frère fort sur la tête, clairement lassé de ses absurdités. Agacé par sa sœur, le seigneur demande à Renbei de lire tous les livres qu'elle peut trouver pour découvrir comment se débarrasser des grandes sœurs pour de bon. Renbei essaie de calmer les deux, mais les frères et sœurs royaux finissent par se battre violemment alors que la dispute dégénère complètement. La scène revient sur la planète Terre, où Lavis se détend simplement. Sion lui demande de confirmer s'il est vraiment ce qu'ils appellent un véritable démon. Lorsque Lord Lavis l'admet avec désinvolture, le pauvre garçon Sion commence immédiatement à s'inquiéter qu'il n'y ait absolument rien qui l'empêche d'aller directement en enfer une fois qu'il mourra. Lavis, cependant, dit au garçon que cette terre est déjà un enfer vivant et qu'une fois qu'il l'emmènera dans le monde des démons, il n'y aura personne là-bas qui osera même le toucher.
Il se déclare fièrement comme le seul successeur au trône des démons, et en entendant cela, Sion est encore plus effrayé alors qu'il essaie désespérément de marchander pour ne jamais avoir à y aller. Alors que Lavis pense à revenir, il se souvient de Rainbay et a hâte de faire des sucettes avec ses globes oculaires, appréciant clairement beaucoup trop cette idée. Quand Sion finit par assimiler toutes ces absurdités sur les démons, il se demande ce qui serait arrivé au vrai Minho. Street explique que Minho allait de toute façon mourir et que les démons ne sont autorisés à utiliser de tels réceptacles que comme des cellules de prison destinées à punir d'autres démons. Cette nouvelle rend le pauvre garçon anxieux car il commence à se sentir coupable de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit en tant qu'ami à l'époque. Lavis le remarque et demande pourquoi il a soudain l'air si triste, puis évoque à nouveau qu'il doit juste tenir encore quelques décennies dans ce monde avant qu'ils ne partent enfin ensemble pour le monde des démons. Sion réalise qu'à ce stade, peu importe ce qu'il fait, il va certainement être entraîné dans un voyage vers le royaume des démons. Quand Lavis demande à Street d'expliquer à quel point le monde des démons est magnifique, elle invente carrément des choses et parle de l'odeur de sang et de chair humaine partout, ce qui fait immédiatement hurler le pauvre gamin de terreur pure. Le prince démon avertit alors son nouveau serviteur qu'il ne doit absolument laisser aucune information à son sujet fuiter nulle part. En rentrant chez lui, Lavis sent tout son corps souffrir et une douleur semblable à une migraine commence à s'installer alors qu'il se demande si cela a un rapport avec l'utilisation excessive du pouvoir de la pierre de sang. En entrant, Minho le surprend avec une fête d'anniversaire complète avec un gâteau qu'elle et leur mère ont préparé ensemble rien que pour lui. Elle l'attire pour un selfie, mais le prince démon se moque éperdument des anniversaires et demande plutôt à sa sœur ce qu'est le bandage sur son visage, à quoi elle répond avec désinvolture que ce n'est rien. Elle prétend qu'elle s'est juste fait un bleu en essayant de sauver une grand-mère de quelques enfants qui l'intimidaient. Lavis trouve cela étrangement intriguant et amusant qu'elle ait essayé d'aider les autres alors qu'elle est elle-même si fragile. Minho prend alors une cuillerée de gâteau et la fourre de force dans la bouche de son frère, et le démon ne peut résister à la douceur car il tombe instantanément amoureux du goût. Juste à ce moment-là, leur beau-père entre en trombe dans la maison, criant qu'il a été aspergé d'œufs pendant son discours de candidat aux élections municipales. Il fulmine en disant qu'il veut tous les massacrer et dans sa rage, il frappe violemment son assistant au visage. Quand sa femme essaie de l'arrêter, le vilain beau-père, Young Tae-shek, la frappe aussi, la poussant de côté. Minho s'avance pour protéger sa mère, mais le père ne s'arrête pas là et tourne sa colère vers le gâteau, argumentant combien il est humiliant pour lui d'être bombardé d'œufs pendant que sa famille est à l'intérieur en train de faire un gâteau avec ses mêmes œufs. Il repousse Minho et détruit complètement le gâteau. La mère des enfants essaie désespérément d'arrêter Tae-shik et lui rappelle que c'est l'anniversaire de Minho, mais le beau-père rétorque qu'il n'approuve aucun anniversaire aujourd'hui. Il lance un regard furieux à son fils puis quitte les lieux en trombe. Lavis, cependant, est brûlant de colère après avoir vu son gâteau détruit, et son opinion sur le beau-père de Minho change radicalement alors qu'il fixe l'homme avec un regard de mort glacial. Ce soir-là, Tae-shik crie dans son bureau parce qu'un certain Gu Jung-moo ne lui a toujours pas payé son argent. Le papa avide manque d'argent, qu'il a besoin pour prendre une photo avec le député Park afin de se promouvoir correctement en tant que candidat. Juste au moment où sa colère atteint son paroxysme, son majordome se précipite et informe Tae-shik que sa fille est devenue virale pour avoir aidé une vieille dame qui était harcelée par des enfants. Les majordomes partagent un plan avec le candidat maléfique, expliquant comment il pourrait encaisser sur sa belle-fille en révélant publiquement leurs relations et en s'assurant des votes garantis lors de l'élection. Le vilain beau-père sourit largement, en commençant à planifier d'utiliser sa fille comme une poule aux œufs d'or pour satisfaire ses désirs avides. Alors que la nouvelle concernant Minho se répand comme une traînée de poudre, elle atteint même le PDG de Knox, Han Young-ju. Young-ju appelle sa fille Oni et son fils Han Soya, leur montrant le visage de Minho tout en louant ouvertement sa beauté. L'ancienne sorcière de la cupidité, Mara, dit calmement à ses enfants qu'elle a décidé que le corps de cette fille deviendra son nouveau réceptacle puisque le sien commence à paraître bien trop vieux. La sorcière de la cupidité considère que c'est son jour de chance, convaincue d'avoir trouvé un corps qu'elle juge absolument parfait pour ses besoins. Ses enfants, cependant, ne semblent pas très enthousiastes à cette idée, et Soya commente à contre-cœur que Minho ressemble à une jolie poupée. Pendant ce temps, le père de Minho profite avec succès de l'image de sa fille, alors qu'il revendique la première place dans les sondages d'approbation. Il ordonne à son majordome de programmer une autre vidéo de sa belle-fille pour être diffusée plus tard dans la nuit, s'assurant que sa popularité reste exactement là où elle est. Tae-shik sourit pour lui-même, n'ayant jamais imaginé que sa famille inutile pourrait lui profiter autant. Il demande à son majordome de trouver tout ce qu'ils peuvent utiliser pour monétiser sa fille, en proposant des idées comme des apparitions caritatives et du bénévolat public pour tirer le maximum de bénéfices possible. Juste à ce moment-là, Tae-shik est informé qu'ils ont été directement approchés par le PDG de Knox, et en entendant cela, les yeux de l'avare s'illuminent encore plus. L'histoire se tourne ensuite vers Sion, qui soutient qu'il n'avait aucune idée que le beau-père de Minho se battait même pour le poste de maire. Lavis lui demande s'il connaît vraiment bien la famille de Minho, et Sion explique que même si Minho parlait rarement de sa vie personnelle, la seule chose dont il était toujours sûr était à quel point Minho était proche de sa sœur. Lorsque Sion commente à quel point Minho la chérissait profondément, quelque chose s'éclaire chez Lavis.
Lavis se souvient de comment son grand-oncle lui avait dit de chérir ses proches de la même manière qu'il devrait chérir Renbei et lui-même. Juste à ce moment-là, Street, sous la forme d'un chaton, essaie de sortir par un trou dans le mur mais finit par rester coincé à mi-chemin. Il s'avère que la gourmande a été tellement obsédée par la nourriture qu'elle a réussi à gonfler son ventre beaucoup trop. Lavis lui demande ce que Renbei a dit, et elle répond avec désinvolture que Renbei n'était pas là du tout et n'a laissé qu'une note. Lavis l'ouvre et la lit, pour se retrouver loué par Renbei d'une manière agaçante et suffisante. En plus de cela, le nerd assigne à notre prince démon la tâche de s'occuper de Lord Bower Hilt. Cela met instantanément Lavis en colère et le pousse à crier qu'il va tuer le nerd avant même qu'il ne pense à toucher Bower. Sion le ramène à la réalité en mentionnant comment son père avide est en bonne voie pour être élu maire à ce rythme. Lavis ne peut pas croire qu'une personne comme ça puisse réellement devenir maire, et rien que de penser à cet homme lui fait l'associer à un Sinirou. Il demande à Street si ce beau-père est réellement un Sinirou descendu dans cet enfer humain. Sion demande ce qu'est un Sinirou, et il apprend qu'ils sont les infâmes démons glutonopus du royaume démoniaque. Ils sont détestés par presque tous les démons parce qu'ils ne cessent jamais de manger, peu importe combien ils consomment. Street objecte rapidement et dit que Taishik est juste un simple humain après tout. Notre gars se moque de Street en réponse, et lui dit d'arrêter sa frénésie alimentaire, en l'avertissant que si elle continue comme ça, elle pourrait elle-même se transformer en démon glouton en un rien de temps. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Lavis trouve le PDG de Nox, Han Young-ju, déjà là pour recruter sa sœur dans le Nox Entertainment Group, Zira. Elle explique qu'elle veut que Mino travaille sous sa direction en tant que centre de danse pour le groupe. Leur mère s'y oppose, disant que sa fille n'a jamais souhaité devenir une célébrité, mais elle est immédiatement interrompue par Taishik pour avoir osé parler devant le PDG. Il s'excuse au nom de sa femme en disant qu'elle est un peu trop conservatrice. Young-ju réconforte doucement leur mère et lui assure que des dispositions appropriées seront prises pour que Mino puisse équilibrer ses études avec ses activités chez Knox, présentant cela comme une opportunité unique dans une vie. Elle renforce son argument en expliquant que les temps ont changé et que les célébrités de nos jours peuvent facilement poursuivre leur carrière tout en fréquentant l'université de leur choix, rendant cela tout à fait raisonnable et sûr. Alors que leur beau-père est sur le point de vendre sa fille en signant les documents, Mino commence à se sentir anxieux et mal à l'aise. À ce moment-là, le PDG remarque Mino debout là et le salue également, se présentant poliment. Quand Lavis ne lui répond pas, le grand méchant papa le gronde immédiatement pour son impolitesse et son arrogance, mais il est rapidement interrompu par la PDG elle-même, qui dit calmement que ce genre de comportement est normal chez les enfants de nos jours. Lavis se souvient de ce que Saiyan lui a dit sur la façon dont le propriétaire original du corps chérissait profondément sa sœur. L'histoire se déplace ensuite dans le passé du prince démon, à une époque où il a une séance d'entraînement avec son oncle. Lord Barkin dit au garçon que le monde est rempli de forces maléfiques qui cherchent constamment à renverser le dirigeant, et en tant que successeur, il doit un jour accomplir la volonté de son père, Gamuder, expliquant à quel point la responsabilité est immense d'embrasser et de protéger ses partisans. Le garçon soupire et soutient que sa propre force devrait lui suffire, mais son oncle rit seulement et dit qu'un jour viendra où son cœur sera attiré par les gens sans qu'il s'en rende compte. Barkin dit au gamin qu'il changera à ce moment-là, mais en tant qu'enfant démon qui a déjà vécu plus de 100 ans, Lavis se moque de ses mots. De retour au présent, Lavis prend enfin la défense de Mino et lui demande de lui dire honnêtement si elle a efforcé dans ce pétrin contre sa volonté, lui assurant qu'il s'occupera de tout lui-même. Mino hésite un instant, son esprit repensant à toutes les fois où son beau-père a maltraité leur famille. Elle se souvient du jour où sa mère a été battue sans pitié en essayant de prendre les enfants et de fuir Taishik. Sa mère le suppliait désespérément et même Mino a essayé de se défendre. Mais peu importe ce qu'il disait, cela n'avait aucune importance car il n'avait rien à leur nom pour les protéger. En se remémorant ce jour, Mino finit par dire qu'elle est d'accord, mais elle pose une condition stricte. Tout l'argent qu'elle gagne ira directement à son nom. Elle prévoit d'utiliser cet argent pour sortir sa famille de ce pétrin, inconsciente des conséquences complètes qui pourraient en suivre. Son père transpire nerveusement mais joue le jeu compte tenu des circonstances. Alors que le contrat est sur le point d'être signé, sa mère demande une fois de plus pour s'assurer que sa fille veut vraiment le faire. Mino assure à sa mère qu'elle fera un excellent travail, puis se tourne vers son frère, le remerciant silencieusement de l'avoir soutenu comme il l'a fait. Alors que la scène change, la PDG de Knox rentre en voiture et la sorcière ne pourrait pas être plus excitée par quelque chose qu'elle a en tête. Soya commente que Mino avait l'air un peu étrange pour une raison quelconque. La sorcière PDG demande alors à Uni ce qu'elle pense de lui et elle est d'accord pour dire qu'elle ressent aussi quelque chose d'inhabituel ou de spécial chez le garçon. Young-ju suggère que le garçon pourrait être un traqueur du royaume des démons, ce qui attire l'attention de son fils. Il demande si elle veut qu'il élimine Minho, mais Young-ju l'empêche d'agir impulsivement et lui rappelle fermement que Minho est leur seule priorité pour l'instant. Rien d'autre ne compte pour le moment. Lorsque le garçon insiste à nouveau, elle explique qu'une certaine nuit sans lune approche bientôt, durant laquelle elle prévoit d'effectuer le rituel et de revendiquer le réceptacle. Et une fois cela fait, il est libre de faire ce qu'il veut de Mino.
Juste à ce moment-là, Uni ouvre la bouche pour dire quelque chose en s'adressant au PDG comme Mara, mais la sorcière la coupe instantanément, furieuse, lui rappelant de ne plus jamais utiliser ce nom. Elle se vante que bientôt, même le roi démon et les 12 sièges noirs ne pourront rien contre elle. Le lendemain, Minho arrive à Zera et est présentée comme le nouveau centre du groupe. Une fille avec 2 couettes proteste, affirmant qu'elle avait travaillé si dur pour ce poste, mais elle est ignorée. Alors que le PDG s'en va, la fille à la queue de cheval harcèle Minho et se plaint qu'elle a volé le poste grâce à ses relations. Elle griffe le visage de Minho, la faisant saigner légèrement, tout en la défiant ouvertement de voir jusqu'où ses relations pourraient la mener. Soya observe cela à travers la caméra et est certain qu'une fois que sa mère le saura, elle perdra son sang-froid. Il dit immédiatement à sa mère que Ian a griffé le visage de son beau vaisseau. En entendant cela, la dame devient absolument folle de rage. Pendant ce temps, ailleurs, notre prince démon a convoqué ses sbires et les a informés que sa sœur est harcelée. Street soutient que Knox est très célèbre et que sa sœur pourrait facilement dominer le monde humain si elle joue bien ses cartes. Lavis explique qu'il ne prévoit pas d'intervenir étant donné que sa sœur le veut vraiment, mais ce qui le dérange, c'est la PDG et ses enfants. Il affirme qu'il n'a pas pu détecter de miasme chez eux. Pourtant, la PDG a réussi à garder son regard fixé sur le sien. Il soupçonne qu'elle pourrait être un démon déguisé en humain. Street commente qu'il devient plus facile pour les démons de dissimuler leur miasma après être restés longtemps dans le royaume humain et ajoute qu'ils devraient avancer avec prudence. Elle sermonne encore le prince démon pour avoir fixé les gens de manière si flagrante. Même Saiyan est d'accord, notant que les humains n'aiment pas être dévisagés. Lavis revient au sujet, insistant sur le fait qu'il peut reconnaître un démon quand il en voit un, même s'il n'a pas ses pouvoirs en ce moment. Saiyan se moque de lui rappelant qu'il n'a même pas pu trouver Bauer. Agacé par les moqueries, le prince démon se met en colère et ordonne à Street de l'escorter au terrain d'entraînement infernaux du royaume des démons. Il est furieux d'être méprisé simplement parce qu'il ne peut pas actuellement utiliser le pouvoir de la pierre de sang. Il demande alors à Street si elle a trouvé un moyen pour qu'il récupère sa force, ce à quoi elle hoche la tête et confirme qu'elle l'a fait. Après cela, il lui ordonne d'enquêter sur la PDG et ses jumeaux et aussi d'emmener Saiyan, qu'il appelle son assistant numéro 1. Pendant ce temps, Ian marche dans la rue, les larmes coulant de ses yeux. Juste à ce moment-là, elle entend quelque chose et se retourne pour voir Uni la poursuivre avec une épée. Elle panique, demandant si elle a fait quelque chose de mal et présente ses excuses, expliquant qu'elle s'était mise en colère un instant. Uni ne perd pas de temps et la tue brutalement pour avoir simplement égratigné le visage de Min-Ha, arguant que sa mère déteste ce genre de comportement. Passons à un peu d'histoire. Avant d'être possédée par un démon, Mère était une femme mariée heureuse qui était sur le point d'avoir des enfants. Après avoir été bannie, le démon est sorti des égouts et l'a vue comme le vaisseau parfait à posséder. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans sa maison et s'est forcée à entrer dans son corps. Elle a promis de bien s'occuper de ses enfants à naître, puisqu'ils pourraient au moins être utiles comme serviteurs. Allongée dans le lit, elle a commencé à rire comme une folle. Le mari de la dame s'est réveillé à cause du bruit. Malheureusement, cela s'est avéré être une énorme erreur. La femme possédée a commencé à l'étrangler et l'a traînée jusqu'à la fenêtre. Le mec a probablement pensé qu'elle copiait une scène de 50 Shades, mais il a vite réalisé qu'il était foutu quand elle l'a tenu au-dessus du bord. Dégoûtée de devoir vivre avec un humain sale qu'elle appelait autrefois son mari, elle l'a impitoyablement jeté du balcon. La sorcière avide a célébré le fait de posséder enfin un joli vaisseau à elle, mais elle l'a vite regretté quand son corps s'est soudainement mis en travail et qu'elle a souffert de la pire douleur de sa vie. Elle a menacé les chirurgiens de se dépêcher et de finir s'ils voulaient en vivre. Elle a également maudit la mère de Lavis, celle qui l'avait condamnée au royaume humain. Après l'accouchement, les chirurgiens ont été horrifiés de voir les jumeaux les regarder avec des yeux cramoisis. De retour à la maison, la sorcière s'agaçait de son corps laid qui refusait de perdre du poids, peu importe ce qu'elle faisait. Quand ses enfants l'appelaient, elle les repoussait et leur ordonnait d'être utiles après avoir absorbé son mana si longtemps. Elle leur commandait de la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir un nouveau corps digne d'elle. C'est ainsi qu'elle a élevé les jumeaux dans une obéissance absolue. Ses amis étaient choqués qu'elle ait commencé à fréquenter plusieurs hommes en une seule journée après avoir perdu son mari. Elle négligeait complètement les enfants et passait ses nuits dans des clubs à la recherche de quelqu'un lié à l'industrie du cinéma. De cette façon, elle pouvait trouver un beau corps à posséder et finir par acquérir assez de pouvoir pour se venger de la reine démon un jour. La scène passe ensuite à elle donnant une interview sur l'un de ses talents qui a été récemment assassiné. Le détective la presse avec plusieurs questions percutantes auxquelles elle ne peut clairement pas répondre. Soudain, elle commence à s'étouffer. Son fils intervient rapidement et dit au détective de poser des questions un autre jour, suggérant qu'elle est simplement en deuil de la fille comme de sa propre fille. Sa sœur suggère qu'il devrait interroger les autres acteurs à la place. Le détective accepte et demande à son partenaire d'interroger les autres. Mais elle sent que quelque chose ne va vraiment pas. Dès qu'ils sortent de la pièce, maman se met à tout déballer et perd complètement son sang-froid, râlant que les détectives se mêlent de ses affaires, même si elle paie une tonne d'argent pour que ses supérieurs couvrent tout. Son fils essaie de la réconforter. Elle est furieuse que son vaisseau puisse s'effondrer à tout moment et que cette idiote ait osé blesser son nouveau. Le garçon la calme et lui assure qu'il préparera son nouveau vaisseau pour le transfert afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter.
Plus tard, devant l'équipe, Sui parle aux filles et dit qu'il y a probablement un harceleur effrayant qui poignarde des jeunes filles comme Hyeon. Parce que ce n'est pas sûr pour les autres filles non plus, il suggère qu'elles vivent dans le bâtiment à partir du lendemain. Minha demande si c'est vraiment nécessaire. Il répond que cela allait arriver tôt ou tard. Il est tout à fait normal dans l'industrie que les idoles vivent dans le bâtiment d'entraînement. Minha est triste d'entendre cela car cela signifie qu'elle ne pourra pas voir sa mère et Minho. Avec un regard meurtrier plus mortel que celui de Mikasa, sa sœur traite Minha de gourmande et commence à marmonner quelque chose. Sui essaie immédiatement de calmer la sorcière folle. Il lui rappelle les conséquences si elle endommage le vaisseau de mer. Il minimise sa malveillance, disant qu'elle était si proche de Hyeon, donc sa mort l'a rendue très triste. Il dit aux filles que leurs parents seront informés, donc elles devraient emballer toutes leurs affaires le lendemain. Minha s'inquiète de laisser sa mère seule, surtout que Minho agit de manière étrange. Pendant ce temps, à la salle de sport, notre garçon soulève de la fonte avec son pote. Il remarque que soulever des poids améliore son contrôle sur l'énergie démoniaque. Il peut abattre des humains possédés avec sa force actuelle, mais il doit devenir plus fort s'il veut combattre de vrais démons. Agacé, il maudit Banbei de ne pas lui avoir dit comment utiliser la pierre de sang. Dans la lettre que Banbei lui a écrite, le gaz a mentionné qu'il avait modifié la pierre de sang pour lui rendre son pouvoir au lieu de le sceller. Cependant, son véritable pouvoir ne s'éveillera que lorsque la pierre sera brisée. Cela signifie qu'il doit essentiellement se faire casser la figure pour atteindre son plein potentiel. En plus de cela, il a aussi offert à son meilleur ami un enfant démon qui pourrait s'avérer utile. Il espérait que Lavis passerait un bon moment à lire la lettre, mais notre garçon l'a simplement déchirée avant même de la lire. De retour à la salle de sport, il espère vraiment que Banbei n'a pas écrit la méthode pour utiliser le pouvoir de la pierre dans cette lettre. Juste à ce moment-là, Street vient en courant vers lui car elle a entendu de terribles nouvelles. Elle l'informe que la dame et ses jumeaux qu'il lui a demandé d'examiner sont de mauvaises nouvelles. Apparemment, elle est la démone nommée Mara. Mara, la sorcière de l'avarice, est l'un des infâmes 12 trônes démoniaques qui a été banni dans le royaume humain par la reine. Souriant largement, notre garçon pense que c'est une nouvelle formidable, car il sait enfin où elle se cachait depuis tout ce temps. La scène se déplace vers la reine Ignies, alors qu'elle accorde des bénédictions à une démone enceinte. La foule rassemblée chante des louanges tandis qu'un démon gothique caché dans le coin lui lance un regard haineux. Depuis l'ombre, elle commence à marmonner des absurdités sur la reine tandis qu'un assistant la flatte désespérément, la qualifiant d'aussi belle que la reine Ignies. En mâchant un gros verre juteux, le démon gothique sourit et promet de bénir l'assistante en s'assurant que son futur enfant meurt dans une agonie insupportable. Les flatteries cessent instantanément et l'assistante se tait. Mara continue de marmonner pour elle-même, jurant qu'elle se vengera un jour. Revenons à notre garçon. Street demande si Mara était jalouse de sa mère. Minho confirme que la sorcière gothique en herbe a toujours agi ainsi, mais personne ne lui a jamais prêté attention. La sorcière de la cupidité a été surprise en train de voler à la fontaine magique dès qu'elle est montée au pouvoir et s'est enfuie directement dans le royaume des humains. Sian se demande pourquoi le démon a choisi Minha parmi tout le monde ici et se demande si elle connaît la véritable identité de notre prince démon. Notre garçon pense qu'elle ne l'a probablement jamais remarqué, mais même ainsi, il admet qu'il est bien trop faible en ce moment pour l'arrêter ou même s'occuper de sa progéniture. Street s'enflamme soudainement et suggère qu'il se concentre sur le déverrouillage de la capacité de la pierre de sang le plus rapidement possible en chassant les démons. Pendant ce temps, Minha fait du shopping avec sa mère qui semble toujours mal à l'aise à propos de la décision de sa fille. Mina la rassure en disant que le meurtrier sera bientôt attrapé. Sa mère semble toujours peu convaincue et lui rappelle que Mina voulait autrefois devenir vétérinaire. En regardant des sacs de nourriture pour chiens, elle réalise que le rêve ne se réalisera probablement jamais. Maintenant, elle veut juste sauver sa famille de son beau-père monstrueux dès que possible. Affichant un sourire éclatant, elle dit à sa mère que les rêves peuvent changer et promet qu'elle deviendra célèbre et riche en un rien de temps. Sa mère mentionne qu'elles ne pourront pas parler autant puisqu'elle va vivre dans un dortoir, mais Minho n'y prête pas attention. La femme devient soudain silencieuse et s'excuse d'avoir épousé un homme aussi minable. Sa fille la rassure en lui disant qu'elle l'a fait uniquement pour les protéger. Elle rappelle à sa mère à quel point le beau-père semblait gentil avant le mariage et comment ils ont tous été dupés comme des idiots. Minho lui dit de tenir bon et promet qu'elle travaillera plus dur que jamais. La scène se déplace vers notre groupe debout à l'intérieur d'un parc d'attractions. En regardant un grand 8, Minho se demande ce qui fait crier les gens comme ça. Quelques instants plus tard, il est penché en avant et vomit ses tripes après le tour, mais essaie de faire comme si ce n'était pas grave. Il se jure qu'il ne montera plus jamais sur ce truc. Debout devant une maison hantée, il se demande si c'est vraiment l'endroit. Street le confirme et se lance dans une explication façon Wikipédia, selon laquelle ce démon a été emprisonné dans le monde des humains, il y a longtemps. Lorsqu'on lui demande le nom, elle révèle qu'il s'agit de Scream, un démon qui se nourrit de cris pour devenir plus fort. Il convertit les ondes sonores en magie et les infuse directement dans son corps. La fille métamorphe explique que le meilleur moyen de l'attirer est d'utiliser quelqu'un qui crie très joliment. Le prince démon tourne lentement son regard vers Cyan, qui nie immédiatement crier. Fatigué de ses bavardages, Minho l'attrape et le traîne à l'intérieur tandis que Street leur souhaite bonne chance. À l'intérieur de la maison hantée, Minho n'est pas impressionné par les décorations tandis que Cyan semble sur le point de s'évanouir. Il dit qu'il ressent une présence étrange à proximité. Minho lui rappelle qu'ils sont venus pour attraper ce truc bizarre et lui dit d'arrêter de faire une scène. Lorsqu'un accessoire tombe soudainement devant eux, ils poussent tous les deux des cris aigus embarrassants.
Cyan essaie de le dénoncer pour cela, mais Minho le fait taire instantanément et insiste, demandant si c'était vraiment le premier cri du nerd. De loin, un œil démoniaque les observe tandis que Cyan se demande si c'est vraiment le moyen le plus rapide de devenir plus fort. Minho explique que la pierre de sang libère de la magie petit à petit chaque fois qu'elle sent des démons maléfiques, donc les éliminer augmentera progressivement son pouvoir. À ce moment-là, le démon se révèle enfin, attiré par le doux son des cris. Cyan panique alors que le démon se jette sur lui, avide de ce doux bruit succulent. Le nerd demande si c'est le gremlin qu'il chasse, tandis que Minho attrape la main massive en plein élan et avertit le démon de ne pas toucher à son serviteur. Le cri tourne son attention vers Minho et se demande s'il est humain. Notre garçon le fixe simplement et se moque de lui, curieux de savoir quel genre de cri le démon poussera à la place. Le démon se demande ce qu'un simple lycéen comme lui pourrait bien faire. Scream repousse Minho d'une claque et l'envoie s'écraser contre le mur. Cela terrifie tellement son ami qu'il commence à crier, ce qui ne fait qu'alimenter le démon en puissance. Il claque la langue de frustration car seule sa main gauche a assez de force pour faire taire le monstre. Notre garçon se précipite pour donner un autre coup de poing, mais l'onde ultrasonique du démon le repousse à nouveau. Son copain, le petit gringalet, crie encore et alimente accidentellement le pouvoir du démon. Le prince crie des ordres à l'idiot d'arrêter de crier et de cesser d'être un fardeau s'il ne peut pas être utile. Le démon aime tellement ses yeux remplis de terreur qu'il dit vouloir les arracher et les porter comme des boucles d'oreilles. Notre garçon se sent insulté que Scream pense qu'il a peur. Il lance un autre coup de poing, mais il n'arrive pas à atteindre le démon avec son corps humain inférieur. Scream se lasse de jouer et l'attrape. Le monstre sourit sauvagement en écoutant les cris puis essaie de lui crever les yeux avec une lame forgée à partir de ces mêmes cris. Notre prince démon parie calmement qu'il ne fera pas un seul bruit. Juste au moment où la lame frappe son œil gauche, quelque chose d'étrange se produit. Scream se fige, confus, lorsque des éclats d'un cristal rouge se répandent au lieu de sang. Soudain, le pouvoir de la vie s'éclate. Il sourit largement, presque excité car il peut tout voir beaucoup plus clairement maintenant. Banby avait modifié la pierre de sang pour libérer son véritable pouvoir une fois détruite. Il est assez énervé contre Banby pour avoir imposé une condition aussi audacieuse. Scream est choqué que Salam n'ait pas réussi à percer un simple œil humain, mais la prochaine attaque de notre garçon montre clairement qu'il n'est pas du tout humain. Après avoir repoussé le démon, il ordonne à Cyan de crier aussi fort qu'il le peut. Son ami ne comprend pas pourquoi il veut renforcer le pouvoir de Scream, mais il fait toujours confiance à son meilleur pote sans hésitation. Le gringalet crie de toutes ses forces. Ce cri renforce énormément le démon. Le monstre sourit de plaisir, pensant que son ennemi vient de faire une erreur stupide. Notre garçon rappelle calmement à l'imbécile qu'il ralentit juste après avoir absorbé un cri. Avec cette ouverture, il bondit en avant avec toute sa puissance déchaînée et écrase son poing directement dans son œil. Le démon se tord de douleur alors qu'il absorbe son énergie maléfique pour récupérer lentement sa magie d'origine. Le corps entier du démon se désintègre et est complètement absorbé dans son œil gauche. Le prince démon ressent immédiatement son pouvoir déferler dans son corps comme un courant sauvage. Il est maintenant certain qu'il atteindra son apogée en un rien de temps s'il continue d'absorber plus d'énergie maléfique. Cyan lui demande nerveusement s'il se sent bien après avoir absorbé un démon de cette manière. Ravi et souriant, il dit à son ami qu'il est plus que prêt à dévorer le prochain sans hésitation. Pendant ce temps, à l'agence Nox, Minho est discrètement escorté vers sa chambre assignée dans le couloir vide. La psychopathe lui dit froidement de déballer ses affaires et de s'installer. Elle ajoute que la fille n'est pas autorisée à quitter la chambre à moins d'être spécifiquement appelée pour s'entraîner ou travailler. Minho accepte silencieusement l'ordre et se mord la lèvre de frustration. Mais faire tout cela pour sa mère et son petit frère lui donne juste assez de force pour endurer. En l'observant à travers une caméra de sécurité, Mère perd complètement la tête. La sorcière en décomposition devient de plus en plus impatiente de transférer dans son nouveau corps. Suya promet qu'il restera obéissant et loyal, même après qu'elle quitte le corps de sa mère. La scène revient au parc d'attractions, alors que Street sent que quelque chose a changé. Elle félicite immédiatement Lavis d'avoir retrouvé ses pouvoirs et commence à le flatter sans vergogne, jurant qu'elle le suivra pour l'éternité. Lavis lui dit d'arrêter le drame et de simplement lui dire où se trouve le prochain démon pour qu'il puisse s'occuper de la sorcière de la cupidité dès que possible. Le prochain démon s'avère être Sheol, une créature qui se nourrit de poumons malsains. Notre héros l'attrape par la tête comme un ballon de football et lui ordonne de le suivre. Le démon ne dure à peine qu'une minute avant d'être absorbé, bien que Lavis le regrette instantanément à cause de la puanteur dégoûtante laissée derrière. Sans perdre de temps, il traque un autre démon nommé Asgra qui se nourrit d'humains ivres. Celui-ci sent tout aussi mauvais mais il n'a pas le choix et l'absorbe quand même. Pendant ce temps, Cyan se demande à voix haute pourquoi les démons se nourrissent même d'humains. Minho explique qu'une fois que les démons entrent dans le monde des humains, ils perdent la plupart de leur pouvoir et doivent se nourrir pour survivre. Cette révélation fait trembler le nerd comme s'il était sous l'effet de drogue en réalisant que toutes ces histoires de fantômes pourraient ne pas avoir été de la fiction après tout. D'un autre côté, le prince démon décide qu'il a maintenant assez de pouvoir et choisit de le tester. Un éclair soudain surprend Cyan alors que Lavis matérialise son propre épée de cri à partir de rien, bien qu'elle soit encore incomplète. Le nerd demande alors s'il est vraiment prudent d'envoyer Street seul, mais Lavis le rassure en disant qu'elle est si faible que la plupart des démons ne la remarqueront même pas. La scène se déplace vers Street sous sa forme de chauve-souris.
Sortie de nulle part, elle se plaint soudainement d'avoir faim, seulement pour remarquer quelque chose d'inhabituel. Elle plonge et attrape un asticot rampant sur le sol, mais sent rapidement que quelque chose ne va pas. Street réalise que l'insecte est imprégné de la magie de Mara et se précipite immédiatement pour faire son rapport à la vis. Pendant ce temps, une voiture sort discrètement d'un parking souterrain et disparaît dans la nuit. Suya tient l'inconsciente Minya et dit fièrement à sa mère qu'il l'a assommée. Maintenant ressemblant à une toxicomane sans abri, la mère presse ses enfants de se dépêcher. Suya semble plus excitée que jamais tandis que la fille ne montre aucun signe de réveil. De retour au prince démon, Street crie de manière incohérente tout en tenant toujours l'insecte dans sa bouche. Revenant à sa forme humaine, elle présente le parasite et lui dit de jeter un œil. Elle explique que l'insecte appartient à Mara et que la sorcière se cache actuellement dans un corps humain. Minyo réalise que si des parasites s'échappent de son corps, cela signifie qu'elle est désespérée de trouver un nouvel hôte. Cela a du sens compte tenu de l'obsession de la sorcière de l'avarice pour la jeunesse et la beauté. La pensée l'irrite et il marmonne que Mara devrait agir selon son âge, surtout puisqu'elle est plus âgée que sa mère. Intriguée, Sian demande quel âge a réellement sa mère, et Minyo répond qu'elle a plus de 6000 ans. Complètement sidéré, Sian demande quel âge a Minyo lui-même, ce qui le plonge dans une profonde réflexion. Il se souvient d'un souvenir où son oncle l'emmenait dans le royaume des humains quand il était encore enfant. À l'époque, les humains construisaient une structure massive que son oncle supposait être construite pour lui. Lord Barkin s'est moqué de notre prince en affirmant qu'un démon faible comme lui ne pourrait jamais atteindre un tel statut. Ranbei a alors poliment corrigé Lord Barkin, expliquant que la structure était en réalité destinée à l'être céleste Ri. Cela a mis Lord Barkin en colère, qui a exigé de savoir pourquoi les humains construisaient un temple pour quelqu'un qu'il avait déjà vaincu. Se déclarant vainqueur, il a affirmé que le bâtiment lui appartenait. Revenant au présent, Sian est encore plus choqué et déclare que les pyramides ont été construites il y a environ 4000 ans. La rue les ramène à la réalité et demande ce qu'il devrait faire ensuite pour sauver Mina. Lavis plonge dans ses pensées, envisageant la possibilité terrifiante que Mara puisse tenter de prendre possession du corps de sa sœur. La scène se déplace vers la famille démoniaque arrivant dans un bâtiment abandonné. Ressemblant maintenant à une vieille sorcière desséchée, Mara murmure que le ciel était vide quand elle est née. Elle boite vers la structure et déclare que c'est l'endroit correct, une fissure entre les trois royaumes. Après avoir monté les escaliers, ils entrent dans un espace ouvert et les trois se figent à la vue. Debout parmi des cadavres envahis de fleurs soigneusement disposées, Bauer fixe les intrus et exige de savoir qui ils sont. Mara révèle calmement son identité et déclare qu'elle a déjà revendiqué cette fissure, le laissant complètement stupéfait. Le gars la reconnaît immédiatement comme une ancienne membre des 12 trônes démoniaques. Cependant, sa magie est primitive au mieux dans sa forme actuelle affaiblie. Il crie aux jumeaux de rester loin de ces fleurs et de sortir immédiatement de son territoire. La sorcière admet qu'elle est trop faible pour même marcher correctement en ce moment, mais elle lui fait savoir que ses enfants sont plus que suffisamment puissants pour compenser cela. Il est légèrement surpris de voir qu'elle a transformé les humains en hybrides de démons. Il pense qu'elle est pathétique de dépendre entièrement de ses enfants. Mara rit et dit qu'ils ne font que leur devoir. Elle ordonne au drogué de ranger son jardin laid et de partir immédiatement. Cette insulte à son précieux jardin le met en colère. Alors il essaie de l'attaquer sans prévenir, mais Suya le repousse d'un coup de pied pour le remettre à sa place. La démone affiche un sourire vil et satisfait. Elle a forcé ses enfants à boire l'eau de la source de l'âme démoniaque qui se trouve dans les profondeurs les plus profondes du royaume des démons. C'est l'endroit d'où provient toute la magie à l'origine. Le roi démon l'a pris pour que personne d'autre ne puisse voler son pouvoir. Mara a tout donné aux jumeaux comme un investissement pour qu'ils puissent la protéger jusqu'à ce qu'elle découvre où sur qui elle se cache. La scène se déplace tranquillement vers la forêt à l'extérieur. Notre prince démon et son meilleur ami suivent Street alors qu'elle localise précisément l'emplacement de la sorcière. Ils arrivent à un bâtiment abandonné encore en construction. Sian pense qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais elle affirme qu'il n'y a absolument aucun doute qu'elle est là-dedans. Quand Sian lui demande de sauver sa sœur quoi qu'il arrive, il dit aux gars qu'ils vont entrer ensemble. Son ami insiste sur le fait qu'il n'est qu'un poids mort dans un combat contre des démons. Mais notre garçon dit froidement que même lui peut encore être utile comme bouclier humain. Street lui souhaite aussi bonne chance pour le combat, mais il lui ordonne de l'accompagner pour égaler l'ennemi en nombre. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a juré loyauté au mauvais maître. À l'intérieur du bâtiment, Mara prépare le cercle magique et dépose soigneusement son nouveau réceptacle dessus. Elle fait comprendre à Bauer qu'il a besoin d'elle pour survivre dans le monde des humains. Son fils inquiétant lui demande de lui donner le clown comme jouet pour faire des courses. Le clown accepte volontiers, après avoir été sévèrement battu et avoir finalement appris sa place. À ce moment-là, ils tournent tous la tête, choqués par la présence soudaine. Notre garçon entre tranquillement dans la pièce pleine de corps mutilés avec ses deux acolytes juste derrière lui. Il est surpris de voir que c'est ici que Young-Mu a disparu après avoir démantelé son gang plus tôt. Il rappelle à Sion qu'il aurait également subi le même sort s'il n'avait pas été sauvé par lui à l'époque. En les écoutant parler de ses subordonnés de cette manière, Bauer est furieux en voyant le voyou qui a détruit toute son opération du jour au lendemain.
Suya confirme son hypothèse selon laquelle le frère de Mino n'est pas du tout humain et il demande à Mère qui il est exactement. Street présente fièrement son maître comme le prince de l'enfer qui a exterminé toute la famille de Bauer sans pitié. Mara explose de rage en apprenant qu'il est le fils de son ennemi juré. Bauer perd aussi la tête après avoir appris qu'il est le bourreau qui a massacré sa famille sous ses yeux. Il réalise que c'est enfin la chance parfaite pour se venger. Le prince n'est qu'un humain dans son état affaibli actuel après tout. Pendant ce temps, la sorcière jalouse et délirante pense que la reine est si mesquine qu'elle a envoyé son propre fils dans le royaume humain juste pour l'humilier encore plus. Notre garçon analyse calmement la situation, réalisant rapidement qu'il ne peut pas affronter les trois à la fois sans risque. Pour réduire les effectifs, il ordonne à Bauer le bâtard de sortir immédiatement. Le gars commence à parler mal parce que Lavis n'est plus le prince qu'il craignait autrefois, mais il ferme instantanément sa gueule quand le prince crie, lui disant de partir s'il ne veut pas mourir ici. Il ordonne à l'imbécile de prévenir personnellement les autres démons de son arrivée. Il ferait mieux de se comporter pendant son séjour, à moins qu'il ne veuille être dévoré vivant. Bauer est stupéfait de voir qu'il est encore capable d'utiliser la magie sous sa forme humaine. Le gars prend la fuite et saute littéralement du bâtiment par pure peur pour sa vie. Une fois cela réglé, notre prince dit à la sorcière flétrie qu'elle n'a pas le droit de voler le corps de quelqu'un pour se sentir jeune à nouveau quand elle le souhaite. Elle devient complètement diabolique quand il l'appelle vieille sorcière en face. Ses cris furieux imposent un lourd fardeau à son corps fragile et la font cracher du sang violemment. Après s'être calmée, elle se réjouit soudain, se demandant comment la reine réagira lorsque ses enfants tueront le fils unique de la reine. Le prince démon est également impatient de voir sa réaction lorsque ses précieux enfants seront assassinés par le fils de la femme qu'elle a envié toute sa vie. Bouillonnant de son tombe au cœur, Mara demande à ses enfants lequel d'entre eux lui apportera sa langue sale comme trophée. Suya dit à sa sœur de dégager en faisant tournoyer sa boule à pointe et la lance directement sur notre garçon. Lavé s'esquive proprement et pousse Straight hors du chemin. Oni réduit la distance en un instant et notre prince démon parvient à peine à parer sa lame. Elle réprimande son jumeau de rester en dehors de ce combat, ce qui fait râler Suya qu'il était sur le point de la toucher par accident. Elle ordonne à son frère de couvrir ses arrières tandis qu'elle poursuit son assaut, enchaînant les attaques les unes après les autres. Tout en bloquant ses coups, Lavis réalise qu'ils n'ont absolument aucune coordination et décide d'exploiter cette faiblesse. Il les provoque, disant qu'ils finiront par s'entretuer avant même de l'atteindre. Cela met Suya en colère, qui commence à crier sur sa sœur pour avoir failli lui couper la tête. Lavis comprend rapidement que la fille est prudente tandis que le garçon est imbu de lui-même, ce qui les rend faciles à déstabiliser. Après que leurs attaques soient bloquées encore et encore, les jumeaux deviennent de plus en plus frustrés et Lavis finit par faire couler le premier sang en entaillant Oni. Même alors, ils restent principalement sur la défensive, se disant que malgré leur statut d'hybride, les deux sont absurdement forts et se demandant ce que Mara a fait pour les transformer ainsi. Repérant une ouverture, Suya lance à nouveau sa boule à pointe, réussissant à érafler Lavis au niveau du ventre. Oni enchaîne immédiatement, déclarant qu'elle prendra sa tête à coup sûr alors qu'elle se précipite à nouveau. Elle lui inflige plusieurs coupures sur le corps, mais réalise rapidement qu'il esquive délibérément pour protéger ses points vitaux. Suya charge à nouveau, avertissant Lavis de ne pas mourir avant qu'il ait son tour pour le finir. Notre prince démon esquive seulement pour être forcé de se mettre à genoux en bloquant une frappe mortelle d'Oni. Elle continue de crier pour qu'il meure tout en appuyant ses lames, mais Lavis s'échappe à la dernière seconde et recule de plusieurs pas. Réalisant qu'il ne peut pas les affronter tous les deux de front, il décide de les provoquer davantage. Lavis crie à Suya que sa grande sœur est incroyablement forte. Cela met instantanément en colère le gamin aux cheveux violets qui hurle qu'il est né le premier. Consumé par la rage, le gamin commence à brandir son arme comme un fou et fonce droit sur lui. Les jumeaux continuent de le repousser tandis qu'Oni crie à son frère de ne pas s'approcher trop près. Il l'ignore, criant qu'il sera celui qui finira Lavis. En voyant cela, notre garçon se sent satisfait, voyant que Suya se bat maintenant uniquement par colère. Au moment où le gamin entre dans sa portée de frappe, il passe enfin à l'action. Pendant ce temps, Street est engagé dans un combat avec Mara, lançant des insultes à la sorcière pour être devenue une vieille mégère avide. Cela enrage la sorcière qui augmente l'intensité de ses attaques et parvient à porter un coup. Street encaisse le coup, réalisant que c'est maintenant le moment pour Sion d'agir. Le nerd sprint vers Mino qui est entouré d'une barrière faite d'énergie démoniaque. Il presse ses mains contre la barrière et crie immédiatement de douleur. La barrière démoniaque le brûle et le gèle en même temps, mais il refuse d'abandonner et continue d'avancer. Sion crie à Mino de se réveiller, mais il n'y a pas de réponse. Street continue d'échanger des coups avec Mara, faisant tout ce qu'elle peut pour détourner l'attention de la sorcière de lui. Soudain, l'énergie démoniaque explose vers l'extérieur, projetant Sion en arrière. Il regarde ses mains gravement endommagées, les serrant de douleur en réalisant qu'il est toujours juste un humain sans pouvoir. À ce moment-là, une image des deux frères et sœurs traverse son esprit, ce qui le motive. Il crie qu'il sauvera Mino quoi qu'il arrive et frappe la barrière de toutes ses forces. Au même moment, Mara assène un coup violent à Street, ce qui la fait crier de douleur. La vieille sorcière la nargue et dit à la fille que le jeu est terminé.
Serrant son épaule blessée, Street se demande si c'est le véritable pouvoir de quelqu'un qui siège parmi les 12 trônes sombres. Mara tire 2 projectiles, se moquant de Street pour avoir pensé qu'elle serait faible simplement parce qu'elle utilisait un corps en décomposition. Les éclats transpercent les épaules de Street, la clouant au mur. La sorcière lui dit de rester en place et de regarder ce qui arrive à la brindille qui essaie désespérément de briser la barrière. Street panique et crie à Sion de s'éloigner, mais le garçon aux cheveux verts s'en rend compte trop tard alors qu'une soudaine giclée de sang éclate dans l'air. Lim Sion s'écrase au sol avec la crasse de Mara couvrant son corps comme du venin. Elle pourrait faire fondre le nerd et en extraire quelques nutriments. Sion était complètement coincé sous la crasse consciente. Mara déplorait de perdre trop de temps sur des choses inutiles alors que le vaisseau parfait était libre et ouvert devant elle. La sorcière de la cupidité chantait sa prière troublante, appelant les ténèbres à entendre ses demandes et invoquant l'accomplissement de son serment. Pendant que le rituel se poursuivait, Young Minho était constamment harcelé par les démons jumeaux stupides. Sa lame criante et son niveau d'escrime se sont avérés être une combinaison impénétrable. Heureusement, Han Young et Hansu refusaient activement de travailler ensemble. Ils se voyaient plutôt comme des concurrents. Alors que Han Young prenait de l'avance, Hansu fut mystérieusement capturé par un lasso magique. Il fut traîné sur le côté, ligoté et bâillonné. Son ravisseur n'était autre que Jin Jae-hee. Pour une raison quelconque, elle appelait Minho par son nom d'origine, Lavis. Au milieu de tout ce chaos, la sorcière rampa sur le corps inconscient de Young Minho pour vomir son âme impure dans un nouveau réceptacle. Après avoir été forcée de tout absorber, Minho ouvrit les yeux et son regard déterminé fut remplacé par la folie. Avec le réceptacle parfait enfin obtenu, les sensations d'un corps neuf étaient différentes. Mara jura de profiter de cette beauté pour toujours. À en juger par les apparences, leur mission a échoué. Sion, Strida et Minho n'ont pas pu empêcher le rituel. Pour aggraver les choses, le prince de l'enfer est toujours occupé à essayer de se libérer de l'assaut constant des jumeaux. Tapis dans l'ombre, Jae-hee observait attentivement chaque mouvement de la vis. Elle était éprise de son nouvel aspect. Le démon qui a pris possession de ce corps, Beltia, a dû détourner le regard et se concentrer sur la situation délicate à portée de main. Elle était à un carrefour. Si elle intervient pour aider, la vis la verra. Rien que d'imaginer une interaction avec lui suffisait à la transformer en une masse timide. Tandis que sa ravisseuse était occupée avec ses délires, Hansu essaya d'attirer l'attention de son jumeau pour obtenir de l'aide. Han Young perçut rapidement la détresse de son jumeau, mais elle était occupée à essayer de contenir l'assaut de Minho. Elle ne pouvait que maudire cet idiot de frère tout en se défendant. Mara remarqua également l'état de son fils et le libéra facilement des restrictions. Hansu raconta à sa mère ce qui s'était passé. Il y a un traître parmi eux. En dehors de cette complication agaçante, Mara ne peut pas se plaindre. La prise de contrôle a été un énorme succès. Quand tout espoir était perdu, Strida affirma qu'il y avait encore une chance de renverser la situation puisque le corps de Mademoiselle Minho n'avait pas encore complètement disparu. Ils sont au milieu d'une nuit sans lune, une nuit où la frontière entre les royaumes humains et démons s'estompe. Jusqu'à ce que le matin arrive, le rituel de Mara ne peut pas être entièrement achevé. L'âme de Minho est encore à l'intérieur de ce corps. En entendant cette révélation, Minho est soudainement redevenue elle-même et a supplié son frère de l'aider. Minho a failli tomber dans le piège. Mara jouait simplement avec sa tête. Elle adore utiliser ses talents d'actrice pour le mal, mais le Seigneur du Sang n'apprécie pas d'être moqué. La nuit s'éternise, alors la sorcière a ordonné à ses enfants de tuer tout le monde pour en finir. Détaché et libre de se déchaîner, Hansu a foncé avec son boulet, toujours furieux de sa bévue précédente. Plus que le coup physique, c'est la fierté du Seigneur qui était plus blessé à cause de sa faiblesse et de sa lutte contre quelques hybrides. De plus, la sorcière ne reconnaît même pas sa présence. Elle se déplaçait librement dans la pièce. Après la prise de contrôle, elle meurt de faim, et 2 repas délicieux sont alignés devant elle. L'un est humain, l'autre est une bête démoniaque. Avant qu'elle ne puisse faire son choix, un curieux gadget sphérique a roulé à ses pieds. Le gadget s'est ouvert comme une Pokéball, révélant une petite figurine de Lavis et a libéré un nuage de gaz épais et rouge dans l'air. Instinctivement, Mara recula devant le mystérieux brouillard rouge. Mignon, en revanche, reconnut le gadget. La sorcière recula un peu, donnant à Beltia l'occasion d'intervenir et de libérer Stride des brochettes douloureuses. Après s'être débarrassée des énormes épines, elle a offert à Stride une nouvelle amélioration, des griffes mécaniques. Elle a reconnu son sauveur par le visage de Jin Jae-hee, mais les actions de cette femme étaient déconcertantes. Immédiatement, Beltia a sauté en direction de Sion et s'est débarrassée de la saleté consciente qui le retenait. Elle a donné un pistolet au nerd et lui a dit d'aider grand frère Minho. Strida était perplexe. On venait de leur donner des armes modifiées tout droit sorties du royaume des démons. Sion était encore plus confus. Une seconde, il se tortillait par terre. La suivante, il se tenait debout avec un pistolet à la main. Le pistolet choqua son corps de manière anormale. Sa tête se sentait étrange et son cœur battait à tout rompre. Il devint étourdi et avait du mal à respirer. Mara fut prise au dépourvu et était tout aussi perplexe. Stride profita du désordre et réduisit la distance entre elle et la sorcière. Même au corps à corps, Mara se moqua d'elle pour avoir glissé sur un jouet dans ses mains alors que personne ne regardait. L'arrogance de Mara l'a fait trébucher et perdre une main. Ses griffes n'étaient pas des jouets après tout, mais si le problème était simplement l'armement, la sorcière pouvait simplement dévorer le tout. Sa main coupée a fait pousser des tentacules de saleté impossibles à couper. Il est évident que Mara commence à s'adapter au corps de Minho. Prolonger cela réduira les chances de sauver l'âme de la pauvre fille.
La sorcière ne voulait rien de plus que de goûter de la viande fraîche de bêtes démoniaques. Heureusement, Strida a repéré le cordon ombilical reliant le corps de Minot au cœur de dragon de Mara. Puisque Minot est simplement un humain ordinaire, elle ne peut pas accepter tout Mara d'un coup. Pour vaincre la plus grande menace dans la pièce, le cercle magique doit être ouvert en grand et le cordon ombilical doit être coupé. Après avoir été forcé de subir un mystérieux éveil, la respiration de l'Imscient s'est stabilisée. Il a saisi fermement le pistolet modifié et a évalué sa situation actuelle. Il s'est également concentré sur le noyau du dragon, connecté par le cordon, et le rituel incomplet. S'il pouvait simplement éliminer le cercle magique, une ouverture devrait se présenter. Étonnamment, le désir de Sion de faire exactement cela a activé quelque chose dans son subconscient. Comme si un interrupteur avait été actionné dans sa tête, il a pu voir la structure des cercles magiques. Il a immédiatement déduit que la magie n'est que des mathématiques et de la géométrie. Chaque figure peut être transformée en équation. En fin de compte, tout cercle magique n'est rien de plus qu'une structure mathématique. Sion s'est chargé de faire du piratage magique pour trouver un point faible dans le cercle. Le noyau était un polynôme cubique, le flux de mana était une courbe en forme de S et la clé est cachée à un extrémum. Sion passait en mode cerveau géant. Strida, quant à elle, était submergée par les tentacules de saleté. Pourtant, quoi qu'il arrive, elle était déterminée à gagner le plus de temps possible pour le garçon et avait confiance que Sion réussirait. Quelques instants plus tard, les valeurs propres furent retrouvées et le point faible fut découvert avec succès. Il visa le minimum local du cercle magique et provoqua sa destruction en appuyant sur la gâchette. Ce n'était pas une arme ordinaire. Ce pistolet avait la puissance d'un laser magique. En combinant le tir concentré et la visée parfaite, le sort de protection fut efficacement brisé. L'explosion projeta Mara au loin. Lorsqu'elle réalisa que le cercle magique était brisé, la sorcière avait l'air absolument furieuse. Sion était encore étourdi par tous ses calculs. Il a fait son travail et il l'a bien fait. C'est à ses camarades de conclure. Mara se trouvait dans une position délicate. Son corps entier n'avait pas encore terminé le transfert. Strida n'a pas perdu une seule seconde et a sauté directement sur le cadavre pourri de Han Yong-ju. Avec sa nouvelle acuité, la bête démoniaque a déchiré ce qui restait du PDG démoniaque. Mara n'a pas apprécié l'interruption, alors elle a chassé le chat métamorphe Agile. Elle courut vers son corps original mutilé, essayant désespérément de rassembler la chair déchirée. Alors qu'elle se relevait lentement de sa chute, Strida récita une histoire glaçante de cupidité qui se termina finalement dans la saleté. Debout derrière la sorcière, Lord de la Vis tenait les jumeaux démons hybrides comme de pathétiques captifs. Il est temps de brûler la cupidité et la saleté ensemble. Hansu s'excusa auprès de sa mère, citant le brouillard rouge d'avant comme la raison de leur défaite. Cette substance rouge dans l'air était un catalyseur de changement, gracieuseté de Beltia. Elle avait en fait extrait cette substance directement du corps physique sans âme du seigneur du sang lié dans le royaume des démons. Initialement, elle prévoyait de la garder pour un usage personnel. Elle avait une énorme seringue pleine de ce truc. Puis elle a entendu parler de la pierre de sang spéciale incrustée dans le nouveau corps de son amour. Elle a facilement déduit que donner à la vis un peu de son sang d'origine devrait permettre une récupération rapide de certains pouvoirs innés. C'est le cadeau de Beltia. Elle voulait juste voir grand frère se déchaîner comme avant. En parlant du diable en personne, Minot commence à bouger comme le Lavis Vindica original sans les nerfs. Mara a maudit ses enfants pour ne pas avoir réussi à gérer un seul gars. Les mots de leur mère faisaient plus mal que d'être étranglés. C'était aussi la motivation la plus efficace pour les stimuler. Hansu et Han Yung se libérèrent de l'emprise du Seigneur et reprirent leur tentative meurtrière. La boule et la chaîne dessus dansaient agressivement et les doubles lames de Yung tranchaient sans pitié. Leurs meilleurs efforts étaient vains face à la véritable puissance. Mara se demandait pourquoi le prince du royaume des démons risquerait sa vie pour une simple humaine. La fille n'est même pas sa vraie sœur. Cela n'a pas de sens. Son raisonnement était simple. Il se donne tout ce mal à cause du gâteau de Minya. Le gâteau de sa sœur était tout simplement trop délicieux pour l'abandonner. Le gâteau que Minya lui a donné ne semblait pas appartenir au royaume humain. Il avait une saveur que l'on ne trouve que dans le royaume céleste. Pour les incultes, la raison de cet homme n'avait même pas de sens. C'est un démon qui parle du goût du royaume céleste. Si les jumeaux se donnaient simplement du gâteau de temps en temps, peut-être comprendraient-ils, mais puisqu'ils ont choisi de continuer à harceler le prince des démons, leur sang coulera. Pour chaque gouttelette qu'ils goûtaient, la vis devenait plus audacieux. Vous voyez, les jumeaux n'ont pas toujours été comme ça. Le petit Han Yung était autrefois un élève parfait sur le plan académique. Le petit Hansu était extrêmement diligent en ce qui concerne les tâches ménagères. Peu importe à quel point ils essayèrent d'être de bons enfants, tout ce qu'ils recevaient de leur mère, c'était des insultes et de la cruauté de toutes sortes. Ils ont vécu leur jeune vie désespérée d'obtenir les éloges et l'approbation de maman. Un jour, la famille de Troie est sortie dans un café. Comme d'habitude, leur mère a vu une jeune femme jolie et la vieille mégère a commencé à l'insulter en secret. La petite Han Yung a interprété l'accès d'immaturité de sa mère comme un problème à résoudre. L'enfant a couru vers la jolie dame et a délibérément trébuché, renversant les boissons qu'elle tenait sur son haut blanc. Han Yung-ju a joué le rôle d'un parent concerné et désolé tout en poussant sa fille hors de la scène. Dès qu'il fut sorti du café, le masque poli fondit et le sourire sinistre de Han Yung-ju apparut. Pour la première fois depuis qu'elle a accouché, la sorcière couvrit Mara de compliments et d'éloges, tout en serrant tendrement la petite fille dans ses bras. En voyant les horribles actions de Yang récompensées par une douce validation, Hansu jura de s'occuper de la prochaine nuisance. Tourmenter les jolies personnes que maman n'aime pas donne aux jumeaux un sentiment de but. S'ils blessent les gens que maman déteste, ils sont couverts d'éloges.
De cette façon, la sorcière a lavé le cerveau de ses propres enfants pour qu'ils soient de petits esclaves obéissants. Tout ce que dit maman est de la plus haute importance. Quand maman dit tuer, l'enfant doit dire oui. En éliminant les problèmes de manière sanglante, les pauvres jumeaux pouvaient recevoir la version tordue de l'amour de Mara. C'était une façon de vivre troublante, mais le prince démon respectait le long jeu de Mara. Il est contraint de faire face aux produits d'une méthode parentale si cruelle, et c'était problématique. Même maintenant, les jumeaux se disputent encore pour savoir qui va tuer la cible pour la petite récompense de maman. Brandissant sa lame, le prince se délectait des bizarreries des magins et des démons. D'un seul mouvement fluide, il peignit le sol avec le sang hybride en coupant un des bras de Hansu. Mara remarqua le changement dans les yeux de la vis. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire à sa confiance et sa puissance débridée. En ce moment, le prince se déplace comme son oncle, le géniteur de la violence, Barkhane. Privé d'un de ses membres, Hansu se tordait de douleur sur le sol, tandis que sa sœur l'insultait pour sa stupidité, provoquant encore plus les jumeaux. Minho laissa entendre que Hansu devait être le petit frère. Hansu a blâmé sa sœur pour avoir tout gâché et lui avoir coûté un bras. Pendant que les jumeaux se chamaillaient au milieu d'une zone de guerre active, l'homme dans l'autre coin préparait une attaque. Si ces deux-là continuaient à se disputer, le prince aurait la tâche plus facile. Étonnamment, Hanyung attrapa son frère en sang du sol avec force et l'utilisa comme bouclier humain pour atténuer l'assaut de Minho. Les blessures de Hansu s'aggravèrent à un point fatal, le mettant à genoux. Le sang tachait son corps et la douleur résonnait dans chaque centimètre. Alors que Hansu succombait lentement à ses blessures, il prononça un mot. « Maman ». La maman qu'il appelait avec ses dernières forces se tenait sur le côté et le réprimandait pour être si inutile. Elle ordonna à son enfant restant d'oublier le frère inutile et de se concentrer sur l'ennemi devant. Hanyung obéit sans poser de questions, tandis que la peur de Hansu d'être abandonné devenait réalité. La sorcière continuait d'être une nuisance avec ses tentacules de saleté. Mais sans l'interférence des jumeaux, se frayer un chemin vers la sorcière était devenu beaucoup plus facile. Mara a presque terminé sa prise de contrôle. Si Minho perd encore du temps, il pourrait dire adieu à Minya et à son gâteau. Le prince ne connaît pas encore les limites actuelles de son corps. Pour être aussi rapide que possible, il va prendre des risques dangereux. Il s'est écarté du chemin de Mara et a entraîné Hanyung avec lui. Minho l'a attrapé par la taille et l'a immobilisé avec force. Le Seigneur du Sang a montré son vrai visage et a vigoureusement tiré la tête de Hanyung vers le haut pour exposer son cou saignant. Aussi affamé qu'une bête, il a mordu dans cette artère juteuse et a sucé le sang hybride comme un doux nectar. Il a continué à sucer avec entrain tout en maintenant le contact visuel avec la mère de sa victime. Même la sorcière avec des organes d'insectes était déconcertée. Après s'être rassasié, Minho laissa tomber la carcasse de sa victime comme un déchet. C'est la méthode qu'il a conçue pour absorber autant de sang que possible afin de tester la limite de son corps. Hanyung l'a chargé avec une bonne dose de puissance, amplifiant tout ce jus en une explosion de vitesse suprême et de prouesse martiale. Il a foncé. Déstabilisé par la force anormale du prince, Mara a augmenté ses tentacules pour plus de défense. C'était totalement inutile. Minho a tranché et découpé à travers les obstacles visqueux comme un boucher. Tout ce que Mara voulait, c'était un corps frais. Elle n'avait jamais eu l'intention de se frotter à un vrai démon. Malgré son apparence menaçante, le corps de Minho est en réalité sur le point de se briser. Chaque mouvement qu'il faisait donnait l'impression d'être déchiré vivant. Malgré la douleur, il aimait le chaos et le meurtre. Après avoir submergé la sorcière par la force brute et la folie, il était prêt à frapper à une vitesse vertigineuse avec une précision mortelle. Mara se préparait pour cette nuit depuis des années. Tous ses efforts tombaient à l'eau, principalement à cause d'un seul homme. Cet homme l'a forcé à embrasser le sol, mettant la sorcière en échec. À tout moment, il pourrait lui briser le cou, mais il ne pouvait pas. Mara utilise toujours le corps de sa sœur. Au moins, toutes ces lignes de vie nauséabondes ont déjà été coupées. Minho a proposé un marché. Si Mara accepte de sortir du corps de Minho, Minho promet de lui épargner sa misérable vie. Pour la convaincre qu'il ne racontait pas des conneries, Minho jura sur le nom et l'honneur de son père, le grand roi démon, que ses paroles étaient véridiques. La sorcière se dit que ce garçon devait se méfier de sa capacité à s'autodétruire. Perdre l'hôte parfait est regrettable, mais Mara pourrait toujours trouver un autre vaisseau tant qu'elle s'en sort vivante. Assurément, le sang du roi démon ne mentirait pas et ne souillerait pas le nom royal honorable. Alors elle l'a défié de laisser tomber l'épée, et ensuite il pourrait conclure un accord. La lame du cri s'est désintégrée, fondant à nouveau dans son corps. Il a tenu sa part du marché. C'est au tour de Mara de tenir la sienne et de partir. Elle tenait sa gorge, ressentant des mouvements inconfortables de l'intérieur. Dès que ce sourire malicieux est apparu, la sorcière a essayé de prendre le prince démon par surprise en s'échappant du vaisseau comme une balle. Minho rit d'une tentative si insensée. Il s'attendait déjà à quelque chose comme ça et avait préparé sa main démoniaque pour répondre à tout mouvement soudain. Le bras démoniaque rendait impossible à la sorcière de s'échapper sous sa forme originale et répugnante. Pour quelqu'un qui siégeait sur l'un des 12 trônes sombres, Mara est tombée dans un piège aussi simple. Honnêtement, Minho n'avait aucune idée de comment faire sortir la sorcière du corps de sa sœur. Il bluffait depuis le début. Il a même juré sur sa famille et l'honneur de son père. Le fait est que la vis ne se soucie pas de ses proches. Il a seulement besoin de protéger son propre honneur. Dans sa forme partielle disgracieuse, la sorcière ressentit une véritable terreur pour la première fois depuis longtemps. Elle en vint même à supplier désespérément, mais Minho continua de l'arracher jusqu'à ce qu'il soit purifié de la souillure. Entouré par la ferme de fleurs de cadavres, il tenait la vie de la sorcière de la cupidité dans sa main. Mara tenta de marchander, promettant de faire tout ce que son cœur désire en échange de la clémence.
À ce moment-là, elle était vraiment prête à tout pour s'accrocher à sa pathétique existence. Derrière Minho, Han Yung se leva chancelante, ayant miraculeusement survécu à l'espoir et à la brutalité qui brillait dans les yeux de Mara alors qu'elle appelait sa petite fille à tuer Minho. Han Yung rassembla toutes les forces qui lui restaient, mais fut arrêté net par une intervention appropriée. Han Sui revenu à la vie pour quelques secondes de plus afin de se lever et d'emmener sa jumelle en enfer avec lui. Il préférait un match nul plutôt que de la laisser prendre tout le crédit à nouveau. Il ne se sentira bien de mourir que si Han Yung le suit. Finalement, les jumeaux sont nés ensemble. Ils ont vécu ensemble, souffert ensemble et sont morts ensemble. Être témoin des conséquences d'être une mauvaise mère fit jurer Mara de rage. Minho était consterné par cette famille démoniaque dysfonctionnelle. Avec sa dernière carte hors jeu, Mara continua sa stratégie de supplication, jurant de ne plus jamais toucher à Young Min-ha. Il a même juré que la mère de la Vis était comme une sœur pour elle autrefois. S'il ne le croit pas, il pourrait demander à sa mère, Ignace, de vérifier. Elle a juré que la reine démon la suivait partout en l'appelant grande sœur. Street écouta son discours pathétique et fut dégoûté par son égoïsme. Ses jumeaux viennent de mourir et elle essaie de se sortir d'une exécution. C'est la mère de l'année. Fatiguée de son bavardage incessant, Minho réinvoqua et brandit la lame du cri d'un mouvement fluide, effaçant la sorcière de la cupidité de l'existence. Elle était et sera toujours une honte pour la réputation des 12 trônes sombres. De toutes les personnes, elle n'aurait jamais pensé que l'enfant d'Ignace serait sa fin, et ce de manière si humiliante qui plus est. Jusqu'au dernier moment, elle a refusé d'être effacée, s'accrochant obstinément à la vie sous une forme si répugnante. Alors le Seigneur du Sang lui écrasa le visage jusqu'à ce qu'il se transforme en bouillie immonde sous ses chaussures. Après avoir liquéfié un ancien grand patron du royaume démoniaque, Minho reçut une quantité considérable d'énergie démoniaque directement dans sa pierre de sang spéciale. Une fois qu'il put saisir sa récolte, le prince fut agréablement ravi. Il soupira de soulagement. La sorcière est morte et le problème a été entièrement résolu. Comme on pouvait s'y attendre de quelqu'un au niveau de Mara, le pouvoir qu'il a acquis d'un seul meurtre était écrasant. Malheureusement, les démons dans ce royaume ne peuvent s'empêcher de dégager une odeur aussi vulgaire et sale que le prince ne peut tolérer. En regardant les jumeaux morts, Street ne pouvait s'empêcher de se sentir mal pour eux. Si Mara n'était pas passée dans le royaume des humains, ils auraient probablement pu vivre une vie heureuse avec leur vraie mère. Ils ne le sauront jamais avec certitude. Dans ce monde, même sans parents démons, un enfant pourrait être en danger à cause de la cupidité d'un parent. Avec les ennemis abattus, Beltia resta quelques instants pour jeter quelques regards à l'amour de sa vie. Minho savait déjà où elle se cachait et ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle a été interpellée, elle a fait semblant de ne pas entendre ses ordres de sortir. Dès qu'il a mentionné son vrai nom, Beltia, Streety a reconnu que leur sauveur était le légendaire forgeron du royaume des démons. Beltia était la plus jeune fille de la famille Murtano. Elle a reçu tout l'amour et la faveur pour être née comme une déesse de la forge d'armes, née une fois tous les 3000 ans. Avec tout son prestige chez elle, elle a osé suivre la Vis dans le royaume humain. Elle a insisté sur le fait qu'elle suivait simplement les ordres de Van B et qu'elle partirait immédiatement maintenant que la surprise était terminée. Beltia était célèbre pour son imprudence et son arrogance. Elle était également connue pour être une fanatique de Lavis. Ce salaud de Van B a dû intervenir et mettre l'âme de Beltia dans le corps de Jin Jae-hee. Avec toutes les variations externes ajoutées hors de son contrôle, la vie de Lavis dans le royaume humain va devenir encore plus folle.